le 18e numéro de Miasme, le magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. Un de ces quatre, Valerio, je te ferai dire l'acronyme, parce que je suis sûr que tu ne connais pas encore par cœur, même au bout de 18 numéros. Bonsoir Valerio, comment vas-tu? Qu'est-ce que je connais pas encore par cœur? L'acronyme de Miasme, mais tu l'as sous les yeux, donc... Magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. Et pas du tout, je n'ai pas sous les yeux, regarde. Je vous avoue, regardez, Ah, là, je touche à rien. sans filet. Regardez, j'ai une page Facebook. Voilà. Donc accessoirement, je la connais par cœur depuis très longtemps. Ok, et là tu nous as donné le mal de mer. Oui, bon, c'est pas bien. Et ce soir on reçoit Stéphanie Athènes. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Antoine, bonsoir Valerio. Bonsoir. Donc Stéphanie, tu es romancière, auteur, voilà, et tu es donc l'auteur d'un roman qui s'appelle La Troisième Guerre mondiale. Alors, Non, la troisième guerre. Il n'y a La pas Troisième mondial. Guerre, pardon. Ouais. Purée, et j'avais répété pourtant, il n'y a pas mondial. Je le savais, je l'ai fait. Bon, Le truc à pas dire. en plus c'est ça, c'est vrai, c'est La Troisième Guerre, c'est pas mondial. Non, voilà, mais écoute, fallait faire le lapsus, c'est fait, au moins, hop, Pas on en grave, parle. c'est pas Voilà. grave. C'est comme ça les gens vont se rappeler. Tu vois, c'est la troisième guerre, il a dit qu'il fallait pas dire mondial. La monsieur à la télé, il a dit. Ok. Alors ce soir, on recevra aussi pour la partie web programme Claire Thomas qui va venir nous faire la rubrique de CTVM TV sur le mois de juillet. Nous recevrons aussi Franck Athème et donc Stéphanie Athènes, Franck Athème. Et voilà, fallait le faire ce On soir. n'a pas de lien de parenté, hein, on se connaît pas. Non. Donc qui viendra nous parler de son actu. Et enfin Aurore qui nous fera une chronique qu'on avait déplacée de la semaine dernière parce qu'on avait trop de monde la semaine dernière. Elle vient de nous parler du numéro 17 d'Happiness. Voilà, c'est fait. Eh bien tiens Stéphanie, un petit peu à toi la parole. Si tu te présentais, qui es-tu? Tiens, qui es-tu, hein, pour reprendre l'expression d'un très grand journaliste qui était très expérimenté dans les interviews. Qui es-tu? Eh ben, je suis, comme tu l'as dit, très bien dit d'ailleurs en introduction, je suis donc romancière, je suis scénariste aussi, parce que je travaille aussi dans l'écriture cinéma et télévision. Donc voilà, depuis à peu près 6 ans maintenant, j'ai vraiment décidé de faire de l'écriture mon métier, parce que c'est une activité que je menais depuis très très longtemps, mais c'était forcément couplé avec avec un métier plus alimentaire, évidemment. Et puis, depuis 6 ans, j'ai décidé de ne faire que ça. Alimentaire ou pas. C'est souvent pas alimentaire, d'ailleurs, mais tant pis. Et donc maintenant, je me consacre entièrement à l'écriture de romans et à l'écriture de scénarios, de concepts de séries télé, etc. Donc, voilà, je suis complètement focalisée D'accord. là-dessus maintenant. Même de concept de série télé. Écoute, tu Ouais. nous en parleras un petit peu plus tout à l'heure. Moi, je t'ai découvert à travers le Mumble. On avait posté l'affiche de ton émission, c'était il y a 2 mois à peu près. Et donc, du coup, j'ai eu envie de voir un petit peu ce que tu faisais. Et je suis tombé sur ce fameux livre, La Troisième Guerre, et pas mondiale, hein, on a bien compris. Alors, ce que je vous propose, allez, je vais faire un petit partage et on va aller voir directement sur ton site comment ça se présente. Alors, pour retrouver ton site, c'est simple, hein. Vous saisissez Stéphanie Athènes, A-T-E-N, sur Google et puis vous tombez directement sur le site de Stéphanie. Donc, d'ailleurs, tu mets en lecture libre les premiers chapitres de ton roman, c'est ça? Oui, bah en fait, c'est mes éditeurs qui le font avec tout leur catalogue. C'est-à-dire que sur YouScribe, on peut mettre les premiers chapitres des romans pour que les gens puissent se faire une idée avant d'acheter. Et donc, ils ont fait ça sur tout leur catalogue. Donc, la Troisième Guerre ne déroge pas à la règle. Et effectivement, les 3 ou 4 premiers chapitres, je crois, sont en ligne directement, gratuitement, sans connexion, sans rien du tout. Les gens peuvent se faire une idée tout de suite. Ok. Alors, cette Troisième Guerre, de quoi ça parle, Stéphanie? Alors, ça parle pas du tout de conflits armés, de guerre nucléaire, de ce genre de choses, non du tout. C'est une guerre qui est en fait très actuelle et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouveront dedans puisque c'est une guerre qui parle plutôt d'un affrontement entre élite et population. Donc, c'est un roman qui se retrouve assez ancré dans l'actualité, enfin encore plus qu'il y a 2 ans
quand il est sorti aujourd'hui. Il parle de tout un tas de choses qu'on est en train de voir se réaliser aujourd'hui d'ailleurs. Donc, est-ce qu'il a un côté visionnaire? Je sais pas, j'espère. Mais bon, en tout cas, voilà, ça parle en fait d'une organisation citoyenne qui s'appelle baptisée 3, comme le chiffre, et qui a décidé de mettre une stratégie en place pour renverser l'hégémonie du fameux 1% qui nous embête. Et voilà, donc en fait, tout le livre, il est basé là-dessus, il est basé sur ce conflit, cet affrontement entre les deux. Et donc, 3, en fait, se fait infiltrer par un agent clandestin qui, lui, est envoyé par l'armée privée des élites, qui est un petit peu le Blackwater qu'on a pu connaître, nous, dans notre réalité. Et il va essayer d'infiltrer 3, mais en infiltrant 3, il va s'apercevoir que ce que les civils font et ce qu'ils essaient de récupérer, c'est peut-être finalement pas une si mauvaise chose. Et donc, il va commencer à se poser des questions sur son propre rôle, son rôle qu'il a joué lui aussi dans la société, quel rôle il doit jouer, est-ce qu'il doit être du côté des élites ou du côté des populations. Sachant que lui, ce qui l'intéresse, c'est être du côté du plus fort et que pour l'instant, les plus forts, c'est les élites. Donc, le choix est difficile pour lui. Bizarrement. Alors, le Blackwater de notre réalité, c'est quoi? C'est la première fois que j'en entends parler. Tu connais pas Blackwater? Tu connais pas Blackwater? Valério, Blackwater, ça te parle? Ça me parle. Moi, ça me fait penser à un jeu vidéo qui s'appelle The Secret World. Mais c'est pas des gentils Blackwater dans le jeu. En fait, dans le jeu, c'est une organisation entre guillemets secrète. Pas vraiment secrète parce que tout le monde les connaît, mais dont les agissements, Agissements. Sont, ils font des trucs un peu secrets. C'est un peu la CIA, une espèce de CIA, mais encore plus noir que la CIA. Enfin, c'est semi-secret, on va dire. Bon, alors pour le jeu, ça a été un peu fantasmé, évidemment, mais dans la réalité, alors Blackwater maintenant a un autre nom, alors je sais plus, parce qu'ils ont changé de nom 3 fois, vu que ils ont quand même beaucoup de soucis avec la légalité, ces gens-là, mais c'est en fait la plus grosse armée privée du monde, hein, puisque c'est vraiment, elle est absolument pas assujettie aux traités qui sont signés au niveau de l'ONU, au niveau de l'OTAN, etc. Ils sont assujettis à quasiment aucune loi, et c'est en fait une armée qui est surtout constituée de mercenaires, donc c'est des gens qui sont très bien payés pour faire ce qu'on leur demande. Et en fait, il y a eu même un moment, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, mais où même les gouvernements, quand ils avaient véritablement envie d'intervenir dans certains endroits du globe, mais sans passer par la validation de l'ONU, etc., faisaient appel à Blackwater pour faire leur petite cuisine. En gros, et donc, voilà, c'est du mercenariat, du contracting de haut niveau, et c'est une armée qui existe. C'est une armée qui existe. Et ça se commande sur le Darkness, je suppose. Le Dark Web. Je sais pas trop comment ils s'y prennent, non, parce qu'en fait c'est quand même quelque chose. C'est pas si dark que ça, hein, parce que Blackwater, elle a des dossiers, elle a c'est vraiment une société qui a été déposée, qui est reconnue comme armée privée, mais qui a des moyens maintenant qui sont pas loin d'être quasiment équivalents à ceux de l'armée française, par exemple. D'accord. Voilà. Alors du coup, la Troisième Guerre, c'est un roman, ça se lit comme un roman, ou c'est plus quelque chose de très militant? C'est les deux. C'est les deux parce qu'en fait, la jeunesse de la Troisième Guerre, c'est que moi, pendant très longtemps, je me suis beaucoup documentée sur plein de sujets, et puis au bout d'un moment, toute cette documentation, j'ai voulu en faire quelque chose, et je me suis dit tiens, je vais mettre tout ça dans un livre parce que ça a commencé en 2008 l'écriture, donc tu vois, c'est pas tout jeune. Et à l'époque, moi, quand je parlais d'oligarchie financière, de gens qui s'accaparaient les richesses et tout ça, tout le monde me riait gravement au nez en me disant c'est super. Heureusement que tu es romancière parce que c'est bien, tu as de l'imagination. Et sauf que moi j'étais absolument persuadée que c'était déjà vrai. Et je me suis dit à ce moment-là, plutôt que d'en faire une espèce d'essai, qui en plus c'est souvent assez imbuvable ces trucs-là, je me suis dit je vais en faire un roman, je vais en faire une histoire romanesque et tout, pour que les gens en fait en le lisant finissent par se dire et qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux là-dedans, parce qu'au bout du compte j'ai vraiment l'impression de retrouver beaucoup de choses vraies. Et le but, c'est véritablement de pousser les gens après à aller sur Internet et à se dire tiens, j'ai envie de me renseigner moi-même et de voir un petit peu qu'est-ce qui est vraiment romancé là-dedans et qu'est-ce qui l'est pas.
Et ça a plutôt bien marché, parce qu'en fait, les réactions que j'ai eues de lecteurs, c'était ça, c'était de me dire, bah, moi, quand j'ai fermé votre livre, je me suis demandé dans quel monde je vivais, est-ce que c'était celui que vous aviez décrit, ou est-ce que j'étais en train de rêver? Et voilà, et ils se sont mis à chercher, et après, ils ont compris, bah, ils ont pu démêler le vrai du faux, entre le roman, la fiction. Donc c'est vrai que c'est un roman qui est très ancré dans la réalité, qui change les noms, qui change voilà, il n'y a pas de diffamation possible, il n'y a rien de tout ça. Mais c'est vrai que ça fait allusion à des choses qui existent, quoi. Ok. Puis comme tu dis, on peut démêler le vrai du faux, c'est-à-dire qu'il y a une petite partie ou une grosse partie de vrai. Après, chacun, je pense, se fera son propre avis. Alors, si je reviens sur ton site, tu vas pouvoir aussi nous raconter cette histoire qui est un petit peu extraordinaire. Là, on voit, suivez son aventure vers le grand écran. Voilà, tu t'es dit, si finalement je lançais ce roman, si je l'adaptais au cinéma. Alors en fait, bon, déjà moi à la base je suis scénariste, donc c'est vrai que quand j'ai écrit ce roman-là, je l'ai déjà pensé cinéma. C'est-à-dire que je me disais, voilà, les ingrédients que je vais y mettre, la façon dont je vais traiter le sujet. Je vais penser cinéma parce que c'est vraiment une histoire qui du coup se prête vraiment à une mise en image. Et donc le livre est sorti il y a 2 ans maintenant, enfin 2 ans, ça fera 2 ans au mois de septembre. Mais bon, après le problème de ce genre d'histoire, c'est qu'en France, monter ce type de projet, c'est quasiment mission impossible parce que voilà, le budget il est au bas mot de 20 millions de dollars. À part EuropaCorp, Besson, il n'y a personne qui monte ce genre de truc. Et puis surtout pas à partir d'un bouquin qui n'a pas été best-seller, à partir d'une auteure qui est absolument pas connue. Moi, je suis complètement invisible. Je m'appelle pas Guillaume Musso ni Marc Lévy. Donc bon, je savais très bien que ça serait extrêmement difficile. Et puis il se trouve qu'il y a pas très longtemps de ça, une petite structure qui s'appelle French View, qui est française. C'est un jeune Français qui a créé ça. Il a créé une espèce de vitrine de scénarios sur Internet et il a proposé à des scénaristes de venir déposer leurs œuvres et il a contacté des producteurs pour qu'ils viennent voir cette vitrine. Et il est allé à Cannes, le Cannes de cette année, là, de mai, pour se dire, je vais quand même faire connaître ma petite entreprise auprès des producteurs. Et au culot, en fait, il est allé voir une productrice internationale à qui il a demandé un rendez-vous. Et puis, il lui a dit, voilà, j'ai telle histoire. Puis quand elle s'est retrouvée avec le pitch, donc le résumé de la Troisième Guerre, elle a dit, ah là là, mais ça m'intéresse, c'est quoi, c'est qui? Et elle a dit, j'aimerais bien rencontrer l'auteur, est-ce qu'elle peut venir à Paris? Moi, je suis pas de Paris. Mais bon, vous m'appelez tout de suite en me disant ça serait quand même bien que tu y ailles, parce que là, on a une touche. Et donc, j'y suis allée, j'ai rencontré cette dame qui me dit, sur le coup, un peu déçue, parce qu'elle dit « Ah, mais moi, je pensais qu'il y avait déjà un scénario écrit. » Parce qu'elle dit « Moi, le problème, c'est que je monte des projets avec, je fais le casting, les réalisateurs, et elle bosse qu'aux États-Unis, donc elle bosse avec des très, très gros. Elle a un film avec Brad Pitt en juillet, elle en avait un avec Banderas le mois dernier, enfin bref, et elle me dit, moi il me faut un scénario écrit et traduit, je travaille pas sur le développement, sur l'écriture elle-même, quoi. Alors je dis, écoutez, tant pis, au moins je vais amener un bouquin, un exemplaire. Tu lui as laissé du coup. Voilà, au moins lisez-le, puis vous me direz, quoi. Et en fait, quand elle a lu le livre, elle a été complètement emballée, elle a rappelé en disant, mais je veux absolument faire ce projet, il faut qu'on vous trouviez des fonds, il faut que vous trouviez le moyen d'écrire le scénario. Mais elle dit, moi, dès qu'il est écrit, je prends et j'emmène ça aux États-Unis et on le fait, on le monte. C'est exactement ce que je cherche. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on en est à mettre en place justement avec qui j'écris ça, avec quels moyens financiers, parce que mine de rien, c'est quand même écrire un scénario de cet acabit-là, c'est au bas mot 6 mois de boulot. Bien sûr. Puis, moi, j'avoue que voilà, bosser bénévolement en tant qu'auteur, je le fais tout le temps, donc là, j'en ai pas marre. Parce que j'ai un estomac, moi aussi, et des factures comme tout le monde. Je suis pas un extraterrestre. Donc voilà, donc on en est là. On est en train de chercher des fonds et en train de monter une équipe pour, après, au mois de septembre, en fait, aller voir des très grosses maisons de production françaises qui, elles, seront prêtes à investir dans le développement, donc dans l'écriture du scénario, et qui ensuite diront « Ah nous, si en plus il y a une productrice internationale qui emmène tout ça aux États-Unis, nous on est sûr de récupérer nos billes et en plus on se fait connaître, ça nous va très bien. »
Donc voilà, c'est une aventure qui commence. Comment tu dois avoir le palpitant qui doit battre à 120 quand on dit. En fait, non, parce que disons que je pense qu'il y a 3-4 ans de ça, ça aurait été le cas. J'aurais été toute gironde, je me serais dit oh là 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 là, dans quoi je pars, c'est merveilleux. Etc. Mais maintenant, j'ai été tellement aussi confrontée, comme j'ai quand même beaucoup écrit pour des producteurs et tout ça, je sais très bien à quel point ça peut être le miroir aux alouettes, à quel point un projet, tant qu'il n'est pas sur un écran, il n'existe pas. Même un tournage peut s'arrêter en cours de route. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Et de toute façon, au mieux, si jamais le film devait se faire, s'il devait sortir sur les écrans, ça ne sera pas avant 2 ans. Parce que le temps d'écrire, le temps de tourner, le temps de post-produire, il y a 2 ans de délai. Donc je suis plutôt dans une phase optimiste en disant ça y est, il y a enfin un intérêt pour cette histoire. Elle est raccord avec l'actualité mondiale, donc forcément là on surfe sur une vague porteuse. Donc je suis très contente qu'il y ait un intérêt. Je suis très contente qu'on reconnaisse sa qualité parce que ça a été difficile aussi de faire son chemin parmi les très gros qui sortent, les best-sellers, les machins partout. C'est difficile de se faire connaître. Et donc je suis très contente des avancées. Maintenant, c'est que le début de tout et je vais juste essayer de profiter de chaque étape et puis de faire en sorte de rester dans le projet jusqu'au bout et puis d'en garder les rênes le plus possible, quoi. Effectivement, step by step, tu as tout à fait raison. Alors là je me remets sur le site de French View avec mon accent à 2 balles. Effectivement, tu es en photo sur la première page. Donc ce site a l'air vraiment très très sympa pour ceux qui sont aussi détenteurs de scénarii et qui aimeraient pouvoir essayer de se faire éditer. C'est effectivement peut-être une solution alternative parce que c'est assez difficile. On sait que c'est pas évident. Nous avec Marc Gray, je sais pas si tu le connais, on essaie de faire éditer aussi une web série qui s'appelle Enlèvement. Et on ne connaissait pas cette plateforme. Je pense qu'on va aller y déposer 1 ou 2 scripts. Ah ouais, faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Je te mettrai en relation avec c'est Jérémy Palanque qui s'en occupe et qui lui aussi fait ça de façon totalement bénévole. Il a mis ses propres fonds dans cette société. Il a un boulot à côté. Mais vraiment par envie de faire connaître les jeunes créateurs en France parce qu'il trouve que il y a beaucoup de gens en fait qui créent des choses très innovantes, mais c'est les producteurs et les chaînes qui veulent pas suivre, qui sont très conservatrices, qui sont très embourbées dans une certaine vision de la télévision et de ce qu'on doit y produire et tout. Donc lui il s'est dit il faut absolument qu'on arrive à sortir de cette mélasse là et voilà. Et avec sa petite entreprise là, il a commencé assez fort, faut reconnaître. Valerio, peut-être un petit mot là-dessus. Un petit mot. On a une star ou une future star avec nous. Tu crois Ah ouais. Tu crois qu'on a la future Musso? Écoute, ce serait génial. Non, mais je pourrais faire venir après, un acteur pourra tourner dedans, parce qu'il y a déjà des noms qui circulent, alors on voit pas. Est-ce qu'on pourra jouer dedans, moi et Antoine? Voilà. Si t'as besoin d'un beau gosse, t'auras. Cherche une tortue ninja. Tu l'as? Oui, c'est vrai. C'est Raffaello. Voilà, Raffaello. Voilà, tu cherches Raffaello. Bon, alors, accessoirement, mon vrai prénom, c'est Valerio, pas Raffaello, on précise. Ouais, mais ça se termine pareil. Ah non, pas du tout. Et ça, de toute manière, pendant toute une émission, tu t'es fait appeler Raffaello pour snobber la semaine dernière, Olivia. Ah non, ça va pas marcher. Ça va te rester. Tu t'es grillé dès le début. Enfin, je te rappelle l'histoire. En fait, l'histoire, Stéphanie, et pour ceux qui n'étaient pas là, forcément, c'était en off. J'ai dit à Antoine, il y avait Olivia avec nous, elle savait pas que je m'appelais Valerio et pas Raffaello. J'ai dit à Antoine, tu sais quoi, on va lui faire croire que je m'appelle Raffaello. Au bout de 30 secondes de off, il m'a appelé Valerio. Foutu, voilà, c'était réglé. Donc ça n'a pas du tout marché. Du coup, je me rappelle, je peux comprendre, c'est Maître Splinter, t'as la mémoire courte. Mais c'est joli, Raffaello. C'est joli. Oui, non, mais je dis pas que c'est pas joli, c'est juste que j'ai un autre prénom en fait. Ok, bon, écoute, Valerio, en tout cas, on te remercie pour ce super commentaire, comme d'hab.
Toujours. Et on apprécie ton t-shirt du jour. Hein, j'espère que Bob, s'il nous regarde, voilà, apprécie que tu écoutes Bob et que tu l'emmerdes. Ah non, et que je t'emmerde. Si j'écoute Bob et je t'emmerde. Non mais c'est. Ouais, non, mais il le défend bec et ongle et avec t-shirt à l'appui. Hein. Ouais, non. Mais en fait, je défends personne. Hein. C'est juste que je l'ai acheté aux rencontres des mystères inexpliqués 2. Fallait que je mette un t-shirt ce soir et je trouvais qu'il était vraiment... Mais j'attends toujours que Antoine il nous achète de l'équipement, de la fourniture, des t-shirts, des lunettes. C'est ce genre de choses. Écoute, ça viendra. Un petit studio, un nouvel ordinateur. Bon, déjà qu'il s'achète une bonne collection, après on en reparlera. Envoyez vos dons, hein, et puis on en parlera le jour où on pourra se monter en SARL. Allez, bon, écoutez, on va passer directement sur miasme.com, mais pour parler cette semaine. Donc cette semaine, ça va être la semaine du 13 au 19 juillet, voilà, avec un beau 14 juillet en plein milieu, donc il n'y aura pas d'agenda le 14 juillet. Du 13 au 19 juillet Dis-moi, t'as un problème au niveau du truc ou... Non, pardon, ouais. Non, je regarde juin et puis n'importe quoi, du 11 au 17. Bon, Là, je sais. C'est la fatigue. C'est ça. Faut qu'on arrête. Faudrait qu'on enregistre le lundi en fait. Vers le, comme ça, au moins. D'accord. Ok, bon, on enregistre entre 3 et 4 heures du matin. Pour diffuser le dimanche, c'est exactement ça. Alors, écoutez, côté news, il n'y a pas grand-chose cette semaine. Je sais pas si La France est en finale. La France est en finale de la Coupe d'Europe. Vous avez dit qu'on n'en parlait pas. Non, tu avais dit qu'on en parlerait. Moi, j'ai dit qu'on en parlerait parce que je trouve que c'est, mine de rien, très important. En ces temps si sombres, en ces temps de débâcle entre les politiciens, le peuple, les riches, les moins riches, les blancs, les noirs. C'est la débâcle autour d'un ballon, Valerio, c'est pire. Et là, maintenant, je suis désolé parce que justement, on parle de sport et là, ce qu'on a vu notamment jeudi soir, c'est tous ces gens-là qui étaient d'un coup d'un seul. Tu sais pas pourquoi, les gens ils s'aiment pas. Boum boum, on gagne, c'est la folie, on est tous copains, on s'aime. C'est marrant hein, ce que le sport peut procurer, mais d'un côté c'est inquiétant parce que on est qualifié que pour la finale entre guillemets, j'ai bien que, même si c'est quand même une finale, aller en finale c'est déjà pas mal, mais c'est inquiétant parce que là tu dis putain les gens en France ils s'excitent comme ça alors qu'on n'a pas encore gagné. T'avais vraiment l'impression que les gens on avait gagné la Coupe d'Europe. Et je me suis dit, tiens, les gens, ils sont quand même bien chiants en France. Quoi. Ils doivent être quand même bien malheureux dans ce pays. Mais ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas gagné un truc au foot, c'est normal. Les gens, là, déjà, ils sont... Mais c'était pareil. Il y a eu le même engouement en 2000 ou en 98. C'est-à-dire que les gens, ils sont là. Et d'un coup, il se passe un truc. Parce qu'en fait, si tu regardes en France, il se passe pas grand-chose dans ce pays. On est un pays un peu mou. Et je trouve que les gens, là, ils sont waouh, il se passe enfin un truc de bien, on peut s'amuser et tout. Et moi, j'ai parlé avec certains policiers et ça dégénère presque trop parce qu'en fait, les gens, ils sont tellement tout le temps sous pression toute l'année que là, pour une fois, ils ont le droit de faire la fête dans la rue sans que quelqu'un leur dise tu fais trop de bruit. Du coup, il y en a certains qui ont plus de limite, donc ça roule n'importe comment, ça roule sur ça s'assoit sur les voitures, ça casse, ça tout, ça fait tout et n'importe quoi, et les gens se rendent même pas compte en fait. C'est ça qui est inquiétant. Et il y a ça, et il y a deux choses. Ça, c'est la première news. Déjà, on pourrait parler de la situation. Moi, ce qui m'intéressait, c'est... Vas-y. Valério, moi, celle qui m'intéressait, c'était la rumeur qui enfle sur Facebook, comme quoi finalement tout serait truqué. Elle est intéressante aussi, mais faire un bilan sur les citoyens français et leur état psychologique dans lequel ils sont, je trouve que c'est super important pour est-ce que tu crois que c'est que les Français? Quand tu regardes les Islandais ils ont gagné quoi? Ils sont perdus en quart de finale, c'est ça? C'est absolument, oui, ils reviennent comme des héros. C'est pas absolument. C'est tout le monde. C'est pas absolument pas la même situation. L'Islande n'est pas du tout un pays de football de base. Il faut savoir que sur les 22 joueurs islandais, t'en as aucun qui joue en Islande. Ils jouent tous en Europe en fait. Ils sont tous, en fait, si tu veux, quand ils évoluent vers 15-16 ans, quand on leur trouve quelques qualités, on les envoie directement en Europe. Du coup, si tu veux, c'est que des Islandais qui ne jouent pas en Islande.
Et c'est un pays, on en parlera après, mais c'est le premier Euro à 24. Donc avant, on jouait à 16, maintenant à 24. C'est un pays qui est arrivé dans cet Euro à 24. Bon, aussi, ils ont battu 2 fois le Pays-Bas, ce qui est plutôt une grosse performance en phase de qualification. Mais c'est pas un pays de football, c'est leur première grosse compétition, personne ne les attendait là. La preuve, c'est qu'on connaît quasiment aucun joueur, même si ce sont des joueurs qui jouent en Europe. Ouais, mais au final, est-ce que c'est pas tout simplement que le peuple a envie effectivement de jeux du cirque ou de jeux du stade, qu'importe ce que c'est, parce que derrière c'est le seul moyen de pouvoir s'exprimer. Et on rejoint un petit peu le thème du livre de Stéphanie, parce que c'est 1% qui dirige le monde et les autres, le seul moyen, voilà, C'est ce que de je se disais avant, en sentir fait. libre, c'est ça. C'est un peu ce que je disais avant, c'est que les gens sont tout le temps sous pression. Aujourd'hui, tu fais du bruit dans la rue, t'as un mec qui sort, qui ouvre la fenêtre ou qui appelle la police. Hey, il y a un mec qui fait du bruit, tais-toi, machin. Les gens sont tout le temps sous pression. Et je pense que et aujourd'hui, tu peux plus faire grand chose en France. Regarde, Patrick Sébastien, il se fait tout le temps critiquer alors que le mec il fait de la musique pour s'amuser. Il a eu malheureusement, il a fait une petite pipe avant d'aller dormir et le mec s'est fait tacler dans tous les sens alors que c'est une musique amusante. Et comme tu le disais avant, il y a une deuxième info là-dessus. On passe du coq à l'âne. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que cet euro est truqué. Alors c'est vrai et moins vrai, dans le sens où il faut savoir que la France, en fait, alors on va faire un récap pour les gens qui ne regardent pas le foot. Hein. Il y a 6 groupes de 4. Normalement, c'est les 2 qualifiés qui passent dans la phase finale. Or là, comme on est à un euro à 24, il y a les 4 meilleurs troisièmes des 6 groupes qui passent également en 8e de finale, donc en phase finale, donc dans les matchs à élimination directe. La France est le seul premier qui affronte un deuxième de groupe seulement à partir de 2e de finale, un deuxième ou un premier. C'est-à-dire qu'en 8e, ils ont rencontré un troisième et en quart, ils ont rencontré un deuxième. Donc déjà là, la France a été largement avantagée là-dessus. Deuxième chose, on peut remarquer, comme on a parlé en off, que l'arbitre de France-Allemagne était un Italien. Alors même, on va reparler du penalty, mais le penalty est totalement justifié. Pourquoi mettre un Italien alors que l'Italie venait de se faire éliminer par l'Allemagne? Mais ils sont pas tirés au sort, les arbitres? C'est pas un tirage au sort? Non, c'est choisi. Tu peux pas mettre n'importe qui. Ils sont notés les arbitres. Hein. On peut pas mettre n'importe quel arbitre à n'importe quel moment. Déjà parce que tu peux pas mettre un arbitre français quand il y a un Français qui joue, quand il y a la France qui joue. Et parce que les arbitres, mine de rien, ce qu'on sait pas, ce que peu de gens savent, c'est qu'ils sont notés par classement aussi. On ne met pas n'importe quel arbitre, un arbitre mauvais, on le met pas. Et c'est pour ça qu'on remarquera qu'il y a quand même très peu d'arbitres français. Enfin bref. Et troisième chose, il y a encore des gens qui pensent que parce que c'est en France, forcément la France elle gagne. C'est logique, statistiquement c'est comme ça. Quand tu joues à domicile, c'est beaucoup plus fort. Quatrième chose et dernière chose, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est de la manipulation des grands que de faire gagner la France pour justement calmer le peuple français, parce que là tout le monde a oublié le 49.3 et la loi du travail. Hein. Ça, tout le monde l'a oublié. Hein. Donc voilà, il y a cette espèce d'élan de complotiste, de manipulation. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, j'y crois pas trop, parce que aller dire aux Allemands, écoutez les gars, vous allez vous faire éliminer, hein, s'il vous plaît. J'y crois moyen. J'y crois moyen quand même. Aller dire à Joachim Löw, aux joueurs comme Schweinsteiger, les mecs, c'est Manuel Neuer, meilleur gardien du monde. Écoute, gars, tu vas faire des erreurs. J'y crois moyen quand même. Mais bon, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais que le foot, c'est pas forcément le domaine de tout le monde. Surtout quand tu parles de spiritualité et de choses comme ça. Voilà, moi je trouve que c'est une news super importante et qu'il faut arrêter de voir le mal partout. Il se passe quelque chose de bien en France. Autant en profiter pour une fois. Ouais, ben tu vois, tu me laisses sans voix, je n'en sais strictement rien, et comme je le dis à chaque fois, c'est vrai que le foot, je m'en fous un peu. Mais bon, pour le coup, non, je pense comme toi, je pense pas que à ce niveau-là, ça soit truqué. Il y a pas de raison. Quoi, je pense pas. Non, c'est un peu excessif quand même. Bon, en tout cas, voilà, tu nous as donné cette info. Comme c'était la seule info la semaine, de toute manière, on ira pas plus loin sur les news. Puis en plus, on va accueillir Claire Thomas qui est arrivée et qui a un super fond CTVM TV derrière elle. Bonsoir Claire. Oui, coucou les garçons, bonsoir Stéphanie. Bonsoir Claire.
Eh ben, enchantée de te connaître. Et oui, j'ai un super fond CTVM TV, on ne voit pas en entier, mais il est sympa. Je suis contente. Claire, si tu m'envoies un t-shirt CTVM TV, je le mettrai aussi. Ouais, bah, je te l'enverrai. De toute façon, on est en train de le faire avec les mugs. Et puis, c'est marrant parce que tu parlais de foot. Et ben, juste avant, on me parlait de foot et on me parlait de la théorie du complot, tu vois. Donc, c'est marrant. Et je te dirais que bah, moi, je suis pas d'accord. Je pense que c'est encore une histoire. J'avais un dessin en fait que ma dessinatrice n'a pas pu faire. Et en fait, le dessin, c'était pour le dessin de la semaine parce qu'elle aime pas le foot, donc elle a pas voulu le faire. En fait, c'était des gens qui manifestaient en disant elle connerie, etc. Et puis en fait, tout le monde fuyait vers le stade de foot en regardant ouais, vive la France. Et puis il y a quelqu'un qui disait quelle connerie, tu vois, en faisant un jeu de Je pense que c'est un très bon, ça arrive pile poil au bon moment. Alors c'était depuis longtemps, mais je pense que tout est calculé dans la vie. Je pense surtout que les politiciens sont pas assez bêtes pour pas penser à certaines choses comme ça. C'est mon avis. C'est dommage qu'elle n'ait pas fait son petit dessin, ça aurait été sympa de pouvoir le publier ce soir. D'ailleurs, tu lui dis, hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de dessin du jour, de la semaine sur ton site. Oui, c'est pour ça. En ce moment, si tu veux, elle est dans une espèce de grosse fatigue, ce qui est normal parce qu'il y a des choses qui se passent chez elle qui sont plutôt positives. Mais du coup, ça la fatigue, tu vois. Donc pour elle c'est plus difficile, mais de toute façon les dessins de la semaine vont venir. En plus ça c'est un peu en mode vacances, hein. Tu verras que le planning est beaucoup plus light. Si tu veux, Claire, je peux me proposer pour te faire les dessins de la semaine. Ouais. En classe de BEP j'avais 3 de moyenne un semestre. Je peux faire, et c'est pas une vanne, c'est vraiment vrai. J'ai réussi à avoir 3 de moyenne. Bravo. Ouais. Mais juste pour réagir, une dernière chose, j'ai été voir sur ta chaîne justement aujourd'hui le lien, je t'avais fait France Euro 2016 avec France-Portugal. Je l'ai vu sur ta chaîne. Oui, j'ai resimulé le match. Ouais. Et alors? Bah non, c'était juste pour dire que tu vois, je suis ta chaîne. Ah, merci. Voilà. Je fais partie des personnes qui ont vu cette vidéo-là. Ah bah voilà, tu regardes le foot, je suis impressionné. Bah, c'est pas moi, c'est mon chéri, donc il regarde ta chaîne, il m'a dit ah regarde et tout. Je dis ok d'accord. Il te suit, donc je te suis aussi. Ok. Merci beaucoup. T'avais prévu un France-Portugal en finale, Valérie? Non, pas du tout, mais en fait, j'ai d'abord simulé il y a quelques mois lors de la mise à jour de l'Euro du jeu ES tous les matchs, donc ça avait donné une finale Belgique-Suisse. Et là, aujourd'hui, j'ai repris. Ouais, Belgique-Suisse, c'est un peu improbable, je sais. Mais écoutez, c'est comme ça. Belgique-Suisse, encore que la Belgique, logiquement, moi, ça faisait partie de mes favoris. Pas la Suisse, mais bon, ça arrive. Et là, aujourd'hui, j'ai resimulé un France-Portugal, juste la finale, pour voir ce que ça pouvait donner. Et ça donne plutôt quelque chose de pas trop mal. En termes de suspense, Et quel résultat tu nous donnes? Quel résultat? Bah, allez voir sur ma chaîne YouTube et vous. Il est trop fort. Ok. Mais on pourrait être surpris du résultat. Écoute, on verra. On va aller voir ta chaîne YouTube pour voir si tu as des dons de clairvoyance. C'est ça. Allez, nous on va partager du coup le programme de la semaine du 11 au 17 juillet. Alors c'est vrai que c'est petite semaine un petit peu partout. Bah oui. Oui, c'est les vacances. On sent bien que c'est les vacances. Alors chez toi, lundi, il y a Christine Copin. On ne connaît pas Christine Copin. Qui est-elle? Je peux t'en parler. Christine Copin, en fait, a un handicap. Elle a toujours vécu ça plutôt de manière positive. Elle a écrit un livre qui vient juste de sortir et elle est là pour essayer de montrer aux gens que malgré le handicap, on peut être ce que l'on est réellement. C'est une personne que j'apprécie vraiment et justement, je pense que souvent, moi j'ai aussi un handicap, donc je sais de quoi on peut parler, donc ce qu'on peut vivre avec un handicap. Souvent, les gens qui sont handicapés vivent mieux leur façon d'être. C'est-à-dire que on s'en fout au final un peu du regard des autres. On passe tous un moment par cette période-là. Hein, je vous le dis, à un moment c'est un peu atroce, on est un peu la tête de mule de tout le monde. Mais à un moment, justement, c'est super libérateur. Et du coup, ce qu'elle vit, elle le vit pleinement et elle est ce qu'elle est. Et ça, moi je le vois au quotidien. Beaucoup de gens qui ont 2 jambes, 2 pieds, tout va bien, la santé, ils n'arrivent pas à être ce qu'ils sont réellement. Et ben, elle a cette capacité-là, elle l'a fait partager, et du coup, elle va nous parler de son livre, de son histoire, de son combat, et je pense que ça va être extrêmement intéressant. Ok.
Excuse-moi. Voilà. Oh, le hockey, quoi. Genre, ouais. Le hockey qui craint du style, mince, je suis pris en flag. Tu sais, c'est comme quand t'envoies un SMS, la personne te fait un roman et tout, blablabla, et toi tu Ouais, réponds, c'est ça. ok, quoi. Genre, oh putain. Ah bah Ça non, donne vous quelque avez chose. la parole, hein, donc du coup, moi je parle, hein, je suis Non, plus mais là écoute, pour t'as bien ça. raison. T'es exactement là pour ça. D'ailleurs, Stéphanie, si tu veux réagir à ce que dit Claire, n'hésite pas. Mm. Alors, bah, écoute, on va directement zoomer sur la suite du programme du mois de juillet côté CTVM. On se retrouve après, c'est le mardi 12 juillet avec Maxime Gréau, Trouver le bonheur, vivre sa mission d'âme. Ouais. Qui sera faite avec Delphine, qui est en fait sur la chaîne Médiumité, ils sont deux, il y a Mathieu et Delphine, et du coup Delphine vous la retrouvez tous les mardis, et du coup elle va nous parler, enfin surtout Maxime, de comment trouver le bonheur. Je pense qu'en plus là c'est bien, c'est le moment, c'est l'été. Faut demander à Christophe Maé. Voilà, ouais, il a un petit côté Christophe Maé aussi. Et du coup, bah, voilà, trouver sa mission d'âme, je pense que c'est important parce qu'en fait, aujourd'hui, on est vraiment dans une espèce de réveil et beaucoup de gens aussi viennent me voir en me posant la question quelle est ma mission? Donc, bah, je pense que déjà, la première mission, c'est de trouver le bonheur et de trouver son propre bonheur. Déjà, si on réussit cette mission, c'est plutôt pas mal. Ouais, et comme dirait Kali, c'est quand le bonheur. C'est ça. Et ensuite, l'émission suivante, c'est un atelier, c'est le mercredi 20 juillet à 21h, l'ouverture du troisième œil, des conseils et des exercices avec Robin Guéraud. C'est ça. Il y en aura une avant le 18 qu'on vient de juste mettre en ligne, qui va être sur la médiumnité, comment ce don se manifeste. Alors on sera 3. Il y aura moi, il y aura Marie-Ange qui est déjà sur la chaîne et Sarah qui est toute nouvelle. Et on va vous parler de comment ce don s'est manifesté chez nous, quelles ont été nos expériences, parce que encore une fois, beaucoup de gens nous posent cette question. Et du coup, on va essayer d'y répondre à plusieurs, parce qu'en fait, souvent, les gens s'imaginent que la médiumnité, ça arrive quand on a 5 ans, comme dans le film Le Sixième Sens. Non, pas forcément. Par exemple, Marie-Ange, elle est arrivée à 40 ans. Donc, il y a vraiment mille et une façons de vivre sa médiumnité, de la découvrir. Et bah, c'est ce dont on parlera lors de cette émission. Donc, ce sera le 18 juillet à 20h30. Et dans les dernières émissions, que tu n'as peut-être pas, mais c'est la thérapie quantique avec Frédéric Dreyfus, et il n'en reste plus que 2. Alors, on a Cancer qu'on en parle aussi, hein, le 19 juillet et le 26 juillet. Il n'en reste plus que 3. Voilà, avec Louis Caz. Et il n'en reste plus que 3. 2 avec Mohamed, le 20 et 21. Alors, le 20, ce sera sur la Fondation pour la recherche des rencontres extraterrestres. Ce sera avec un Américain, Hernandez. Du coup, ils ont recensé des cas d'abduction, d'enlèvement d'extraterrestres, plus de 2000 à peu près. Et du coup, il viendra nous en parler. Et le 21, ce sera avec Paul Ponceau, avec l'effet Mandela. Alors, ne me posez pas la question de qu'est-ce que c'est, je le découvrirai le jour de l'émission. Voilà. Et enfin, tu dis quoi? J'ai pas entendu. Avec le quoi? L'effet Mandela, avec Paul Ponceau. Alors, l'effet Mandela, écoute, ça tombe bien, on en a parlé exactement la semaine dernière. L'effet Mandela, c'est l'impression d'avoir vu quelque chose. D'accord. Non, pardon, c'est l'impression d'avoir une information, mais qui n'est plus la bonne. Par exemple, si je reprends un effet Mandela, pourquoi ça s'est appelé comme ça? Parce que la journaliste du paranormal qui avait enquêté là-dessus, elle s'était rendue compte qu'il y avait une partie de la population aux États-Unis qui pensait que Nelson Mandela était mort dans ses geôles dans les années quand il avait été emprisonné dans les années 80, je pense. Et puis d'autres qui pensaient qu'il était mort de mort naturelle plus tard lorsqu'il était président. Donc du coup, il y avait une telle différence qu'elle a creusé ça et elle a appelé ça l'effet Mandela. Et pourquoi est-ce que nous on en a parlé la semaine dernière? Et c'est assez drôle parce que c'était au moment où David Mogiel se connectait, on lui avait posé une question. On parlait de la mort de l'acteur qui jouait John Steed dans Chapeau melon et bottes de cuir. Alors, je vais vous poser la question. Mort depuis longtemps en fait. Je vais vous poser la question à vous, pour toi Claire, pour toi Stéphanie. Quand est-ce que cet acteur est mort en fait pour vous? Je n'ai aucune idée. Pareil. Pour moi, il est toujours là. Non mais ça prouve que vous n'avez pas regardé l'épisode de la semaine dernière. Voilà. Non, on n'a pas fait nos devoirs là. Non, bon, alors effectivement, donc il est mort depuis 1 an. Moi j'ai eu une info, ouais, n'est-ce pas? Moi dans l'info que j'avais, ceci dit, Valerio, moi quand j'ai lu l'article, il était mort en 2016. Alors c'est encore pire. Et moi dans mes souvenirs, il était mort il y a plus de 10 ans.
Quand David Mogiel se connecte, on lui pose la question, il me fait bah, il est mort il y a plus de 10 ans. Donc voilà, c'était assez drôle. Et moi, dans mon entourage, c'est partagé. Il y en a qui pensent qu'il est mort effectivement là, d'autres qu'il est mort il y a assez longtemps. Donc c'est ça un effet Mandela, c'est le fait qu'on n'ait plus la même perception en fait du passé parce qu'il. Le fait, c'est reste une théorie, hein, parce que moi, je n'envisage pas du tout ce procédé, quoi. Pour moi, le fait que vous êtes imaginé la mort de ce personnage, c'est parce que c'est tout simplement quelqu'un qui a marqué l'audiovisuel, la télé à son époque, mais très fortement, et puis d'un coup, il a complètement disparu. Et comme ça a vraiment un ancien temps, pour vous, le mec était mort, alors que pas du tout. Ouais, mais dans ce cas-là, il aurait disparu dans les années 80. Mais après, ça peut être une explication. En tout cas, voilà, je pense que Paul Ponceau, du coup, lui, il va mieux nous expliquer ça, le 21 juillet, cet effet Mandela. Voilà. Et il faut que Mohamed il mette ses affiches. Hein, là j'ai vu, non, il va les mettre. Lui tirer les oreilles. Non, mais je lui tire les oreilles. Ne t'inquiète pas, là, en fait, je pense que le mois de juillet, c'est les gens, ils sont beaucoup plus cool, mais j'en fais non, c'est encore. Le mois d'août, ce sera vacances, mais pas le mois de juillet. D'accord. Et la dernière émission, c'est le 26 avec Delphine, avec Le Monde Invisible, avec Jonathan, à 19h30. Et Jonathan était déjà venu sur la chaîne Ufologie, où il avait parlé justement de son induction avec Mohamed. Voilà. D'accord. Donc du coup, on a bien compris, tu fermes boutique au mois d'août. Bah oui, je pense qu'on a tous besoin un peu de vacances, hein, donc voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de replays à revoir. Hein. Je suis persuadé que vous n'avez pas vu toutes les émissions de CTVM TV, donc à mon avis, vous en avez un paquet à revoir en replay. Et donc, tu reprends quand? Septembre? Le 5 septembre, on fera une émission de reprise avec tous les nouveaux animateurs que je suis en train de recruter. Et là, il y a des belles perles, je suis très contente. Donc, on reprendra le 5 septembre. Il y a de nouvelles choses qui vont arriver. Donc là, je travaille tout le mois de juillet d'ailleurs sur ça, sur la grille de rentrée de CTVM TV, les nouvelles choses. Donc là, c'est super intéressant parce que c'est toujours le moment où en fait, on découvre de nouvelles personnalités, de nouvelles choses. Et il y a des beaux projets qui étaient déjà en train de se mettre en place, qui vont se concrétiser. Donc là, ça sera la grosse rentrée le 5 septembre, rentrée collégiale. On vous fera une émission spéciale rentrée, tout simplement. D'accord. Et est-ce que tu vas faire la fameuse émission dont on parlait ensemble au mois de juin, le spécial David Bowie? Je me suis engagée et du coup on l'a calé. Donc je te dis même la date, le 19 septembre à 20h, nous ferons les vies antérieures des célébrités de David Bowie. Voilà, tu auras David Bowie. C'est génial, on aura notre David Bowie et on verra que David Bowie revient aussi dans la grille de cette semaine. Voilà. Bon, ben, en tout cas, Claire, merci de ce passage, de nous avoir refait un petit tour express de l'horizon de CTVM TV. Moi, je vais te souhaiter de bonnes vacances, parce que du coup, on n'aura pas l'occasion de te revoir sur l'antenne au mois d'août, parce que de toute manière, on sera nous aussi en vacances. Et puis, je pense que on te fera peut-être une petite pré-rentrée première avant le 5 septembre, voilà, si tu veux pouvoir nous parler de tout ça, de toute ta grille de la rentrée. Écoute, si je peux, parce que là, je vais valdinguer entre les mariages, des choses, et ensuite, je suis la première semaine sur Paris, donc ça va être folklore, ma rentrée, elle va être assez hard, mais en tout cas, c'est sûr, je reviendrai pour vous parler des nouveautés, et c'est toujours avec plaisir de te voir et de voir Valerio, et de voir les nouvelles têtes qu'il y a toujours autour de vous. Voilà. En tout cas, merci. Et puis, t'oublies pas le t-shirt à Valerio, comme ça, regarde après. Ouais. T'auras un beau. Je regarde CTVM TV. Ouais, non, on va pas faire la même chose. On va changer. Oui, tu vas pas mettre. Je t'emmerde, c'est ça dessous. Ouais, non, je t'emmerde, non. Moi, ça va. C'est pas le style de la maison. Non, c'est pas le style de la maison, je pense pas. Non. Et je vous aime, voilà. Nous, non, je sais pas non plus, je vous aime, c'est plutôt une découverte, donc on verra comment seront les t-shirts, mais j'aimerais quelque chose de créatif. Voilà. Ok, bon, écoute. Grande surprise. C'est cool. Ok, merci à vous. Merci Valerio. Bonnes vacances. Bonnes vacances à vous. Ciao. Toi aussi. Ciao. Alors Stéphanie, est-ce que tu connaissais CTVM TV? Non, du tout.
Du tout, j'avais pas eu l'occasion, hein. Et il y a des choses qui m'intéressent, donc ben c'est très bien, tu vois. Voilà, je vais me coucher moins bête ce soir, je vais pouvoir ajouter ça dans ma liste d'abonnements, c'est très bien. T'es branché un petit peu spiritualité ou pas du tout, toi? Puis brancher tout ce qui est mystérieux et qu'on comprend pas bien et qu'on aimerait bien apprendre à maîtriser. Donc oui. Un exemple. D'accord. Un exemple. Un exemple, bah, tous, hein, je veux dire, voilà, la vie extraterrestre, je trouve que c'est un sujet absolument fascinant. Je trouve que tout ce qui est spiritualité, donc voilà, la puissance de l'intention, le pouvoir de la pensée, etc. On voit bien maintenant que même d'un point de vue scientifique, c'est quand même étudié de façon un peu plus sérieuse. Et puis, on fait des découvertes majeures qui sont très perturbantes. Donc tout ça, c'est fascinant. Et je pense qu'en fait, on vit tellement dans un siècle, c'est même plus que ça, mais une civilisation hyper matérialiste qu'on s'est considérablement éloigné de tout ça. Alors que ça ne veut pas dire pour autant que ça n'existe pas, c'est juste qu'on on s'y intéresse plus, on n'a plus de connaissances sur le sujet, et il faut tout redécouvrir. Eh ben, écoute, tu parlais d'ufologie. Allez, ça me permet de faire une petite transition rapide pour l'émission C'est de même lundi pas prochain. voulu. Et puis ça tombe bien, tu vois, il passe sur la chaîne sur laquelle toi tu es passé, c'est sur le Mumble. C'est donc Margret qui vient. C'est suite en fait, c'est ça qui est drôle, c'est à la rencontre de Marc et des personnes du Mumble lorsqu'ils sont venus présenter la chaîne, c'était en direct. Du coup, après en off, ils se sont recontactés et donc il va venir parler d'ufologie. Sur le Mumble, c'est lundi prochain à 21h. Voilà. J'avais vu le programme, ouais. T'avais vu le programme. Valério, je te laisse parler de la suite du programme. Mais pourquoi moi? Et parce que comme ça, ça me permet de boire un coup. D'accord. Alors, ensuite, nous avons... du coup, on a fait le Mumble, on a fait CTVM TV qui prend toute la grille. Il nous reste quoi? Encore le mardi 12 juillet à 12 juillet, pas juillet. À 21h, l'actualité Union européenne, spécial traité de Lisbonne. D'accord. Intéressant. Bon, bah moi je serai pas là parce que je bosse, comme d'hab. Ouais. Stéphanie, tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur le traité de Lisbonne, parce que nous on est un peu nuls là-dessus. Je sais pas si. En termes de politique, c'est peut-être pas le domaine le plus simple. Voilà. En termes de spiritualité non plus, en termes d'ufologie, en fait on est bon en quoi, Val? Moi je suis bon en foot. Ce qui est important, c'est d'être bon en curiosité, et ça vous excellez, et c'est ça le plus important, il faut être curieux aujourd'hui, sinon on meurt ignorant, donc c'est très bien. T'as tout à fait raison. Voilà. Et donc... Bon, bah, j'arrête l'émission, c'est bon, j'ai tout refait. T'as tout trouvé. C'est bon. Le traité de Lisbonne, donc moi ça me parle pas. Ça te parle pas? Non. Bah, le traité de Lisbonne, c'est comment l'Europe impose des choses aux Européens dont ils ne veulent pas, parce qu'ils votent par référendum, non, on veut pas de ce traité, et puis ils arrivent quand même à nous le faire passer par d'autres biais, à l'envers, ils détournent la démocratie. Enfin, c'est vraiment la démonstration par excellence qu'on ne vit pas dans un système démocratique en Europe. Ça n'a pas été conçu pour, c'est même plutôt l'inverse. Oui, d'accord. C'est comme quand on vote, on veut pas être européen, et puis finalement on l'est. Voilà. C'est ce genre de chat. Ok. Voilà. Mais c'est vrai que le problème de ne plus regarder le 20h, etc. Voilà, je perds un petit peu d'infos. Après, je me rattrape avec les émissions. Du coup, je me dis tiens, c'est quoi Mais c'est mieux, hein. Vaut mieux regarder ces émissions-là, moi je trouve, hein, que le JT ou même BFM maintenant qui cumulent les erratums et compagnie, donc les errata et compagnie. C'est trop marrant, BFM. Eh bien, bonjour, nous sommes là, il pleut dehors, comme vous pouvez le voir. 3 heures plus tard. Eh bien, bonsoir, nous sommes toujours là, on attend depuis des heures. Il pleut encore. Toujours. Hein, on voit des gens. C'est la France, c'est un pays extraordinaire, il pleut. Oui, c'est de l'info, ça. Ah, c'est passionnant, c'est waouh. Ouais. Mais c'est pas grave, vous voyez, parce que finalement, au bout du compte, c'est des gens comme vous qui faites l'info maintenant. C'est-à-dire que la société civile se fait ses propres infos, va chercher ses propres infos et enquête toute seule, hein, puisque de toute façon, les journalistes le font plus pour elle. Enfin, après, faut pas tous les mettre dans le même panier. Il y en a d'excellents, bien évidemment. Il y en a encore des très bons. Il y a des magazines fabuleux, ouais. Bon, ok. Quand même, c'est qu'ils ont encore 90%.
de l'audience, hein, ces télés-là. Donc bon. 90, t'es fou, c'est 99,999%. Non, 90, ça serait déjà bien. Là. Non, parce que tu vois, je pense qu'il y a une majorité de gens qui ne regardent plus la télé via leur, enfin, les chaînes de télévision via leur télé, mais plus sur Internet. Ouais. Quand tu te balades sur Internet, t'es plus amené à regarder un peu autre chose aussi. Comme c'est un espèce Ah, il y a plus de choix, hein, ça c'est sûr. Ouais. Ok. Allez, on continue notre grille. Donc tout à l'heure, je parlais de David Bowie, ben, ça tombe bien. Ça se passe sur Akasha Web Radio TV. On a invité Nicolas, ben, c'est la semaine dernière aussi, il me semble. Et pendant l'émission, pendant l'entretien, je lui avais suggéré de présenter cette émission avec Egon Kragel, qui est un grand fan de David Bowie, qui est d'ailleurs peut-être en France, c'est sûr, voire même peut-être en Europe, celui qui a la plus grande collection d'articles de presse, de revues, de magazines parlant de David Bowie depuis ses débuts. Voilà. Et il en a des pièces entières, c'est impressionnant. Et donc, c'est un collectionneur, quoi. c'est ça. Et donc, ils doivent finalement faire cette émission ensemble. Alors là, pour l'instant, j'ai laissé la date telle qu'elle était prévue initialement, mais il se peut que ça change. Donc, c'était prévu le vendredi 15 juillet à 17h. Voilà, il se peut qu'il y ait des petites variations, on vous tiendra au courant. La suivante, alors toujours le vendredi 15 juillet, c'est sur une chaîne c'est la première fois qu'on la met en ligne, c'est Monde Mystérieux. Voilà, ils font des émissions assez régulièrement. Alors c'est plutôt d'ordre mensuel, mais assez régulièrement. Et là, ils invitent ce mois-ci Michel Genovese sur le cas Dyatlov. Donc, ce sont des jeunes Russes qui ont disparu lors d'une expédition. Alors, je ne sais plus si c'est du côté de la Sibérie ou dans ce coin-là. Voilà, et donc Michel du coup va enquêter sur cette mystérieuse disparition, car je vous rappelle que Michel Genovese, pour ceux qui n'ont pas tout suivi, est un remote viewer, et d'ailleurs si vous allez sur Miasme TV dans la rubrique rencontre hors du commun, eh bien j'ai eu le plaisir d'interroger Michel sur sa capacité de médium médium remote viewer. Capacité qui lui est apparue il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2009. Hein, tout à l'heure avec Claire Thomas, on disait que on pouvait se découvrir un médium à n'importe quel âge. Ben, lui, c'était il y a 6-7 ans, voilà. Et logiquement, avec Michel, donc on vous l'annonce déjà, on devrait faire une émission hebdomadaire où on va repasser donc pendant 20 minutes, une demi-heure, sur chacune des enquêtes extra-sensorielles qu'il a faites. Et vous allez voir, ça devrait dépoter. On a encore des petits soucis techniques de bande passante à régler, parce qu'il en a une plus mauvaise que moi de bande passante. Voilà. Et après, une fois que ça sera réglé, on vous mettra tout ça sur Miasme TV. Valerio, allez, la suite. T'as bien dit que t'as diffusé Michel Genovese sur Rencontre hors de commun sur Miasme TV, c'est ça? Oui, sur Miasme TV hier, car aujourd'hui nous sommes dimanche, Valerio. Et donc, c'est vrai, d'accord. Tu te rappelles les fausses joies du direct, on enregistre le vendredi, et en fait on nous regarde le dimanche, et donc... Il fait le malin parce que c'est pour une fois, c'est lui qui me recale et c'est pas moi qui le recale. Bon. Il se venge. Je me venge, c'est ça. On était où hein? On était vendredi 15 juillet à 20h, non à 21h, pardon. La primaire parole au candidat. Bon bah moi je me casse. Bon sur le même.com, voilà. Utiliser un système ne renforce-t-il pas ce système? Point d'interrogation. Une idée peut-être? Ouais, là c'est Stéphanie, là on se dirige vers Stéphanie. Stéphanie, une idée? Bien moi ce lâche quoi. Est-ce que le primaire, est-ce que le fait de faire des primaires avant de finalement pour élire notre grand candidat qui ira se battre aux élections, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une fausse bonne idée? Donc c'est ça le thème. Hein.
Ouais. En fait, elle en a rien à foutre. Hein. Non, c'est pas ça, non, du tout. Du tout. Oh, Non, non, question c'est de que merde. je pense très sincèrement que de toute façon, le système électoral tel qu'il est bâti en France aujourd'hui, il est tout simplement pas bon et qu'il faut tout refaire, point barre. Et donc après, qu'on dise primaire, pas primaire, il faut tout refondre, ça ne marche pas. On voit bien, ça ne marche pas. Donc la primaire, je vais m'y intéresser parce qu'il faut. Parce qu'il faut quand même s'intéresser à ce qui se passe, hein, toujours. Mais j'avoue que voilà, maintenant le système de vote en France me laisse assez perplexe et négative. Donc, Ok. T'as ton micro désactivé, Antoine, tu pourras parler tant que tu veux, on t'entendra pas. Hein. ah oui, c'est vrai. Accessoirement, Accessoirement, effectivement, à peu près pareil. Ensuite, allez, vas-y, là, on a continue, fini la Valerio. semaine. On a fini la semaine. Ouais, on a juste dimanche prochain, on a l'épisode 19 de Miasme avec Christelle Hachette. L'agenda du 11 au 17 juillet, ben, ok, il n'y a pas grand-chose. Alors, le problème, c'est que l'été, il y a bio et ouais, bien. il y a beaucoup de festivals musicaux, etc. Là, hein. T'as intérêt à bien présenter tout ça. Hein. Je suis pas là aujourd'hui. Ah, c'est moi qui fais là. Oh, écoute, t'exagères. Je me suis tapé pendant 16 épisodes, parce que la semaine dernière, il n'y en avait pas non plus, tous les salons bio et bien-être, sachant qu'il y en avait 4 ou 5 par semaine. Si je savais pas quoi dire, tu peux rien dire sur ces trucs-là. Là, t'en as 2 à annoncer. Tu devrais t'en sortir. Ok, allez, je commence par celui du 13 juillet, l'exposition et dédicace du livre Rapa Nui, avec bien Pouillard et... alors, est-ce qu'il va y avoir les deux? Déjà, le livre? Attends, dédicace du livre Rapa Nui. Rapa Nui, oui, c'est Patrice Pouillard qui fait la dédicace. Non, moi je l'ai pas encore acheté parce que je vais le prendre dans les... Est-ce qu'on peut l'acheter déjà? C'est ma question. Oui, alors tu peux même faire mieux que ça. Tu peux carrément le prendre dans la contribution de l'Équateur penché, hein, pour ceux qui ont suivi l'épisode la semaine dernière. Donc on a invité Patrice Pouillard qui nous a fait le bilan à mi-chemin de l'Équateur penché, et ça fait partie des contributions, je crois que c'est à 50 € à peu près. Ça vous permet d'avoir le livre qui est d'ailleurs dans ces prix-là, plus contribuer à leur projet. Donc voilà, c'est une bonne occasion de l'avoir. Sinon, vous pouvez aller l'acheter directement à Paris et vous le faire dédicacer par Patrick Pouillard. Voilà. Et donc ensuite, la deuxième info, allez, je repartage mon petit écran. C'est Patrick Burestenas qui se trouve à Montréal et à Mont-Saint-Hilaire du 15 au 18 juillet pour plusieurs conférences et ateliers sur les forces élémentales. Donc là, pour une fois, c'est une info pour nos amis canadiens. Donc vous avez Patrick qui est par chez vous, et vous allez sur le site de Suneva pour avoir le détail du programme et pour pouvoir vous inscrire aux ateliers. Voilà. Et donc on en profite que l'actualité de l'agenda cette semaine soit un petit peu courte pour inviter, alors une fois n'est pas coutume, c'est vrai qu'en général on invite les personnes parce qu'elles ont une actualité la semaine qui arrive. Voilà, pour le coup, c'était cette semaine. Ça a été un petit peu difficile de l'inviter la semaine dernière parce que ça s'est fait très rapidement sur le grand changement. C'est Franck Athème. Bonsoir Franck, comment vas-tu? Bonsoir, ça va très très bien, merci. Alors, pour te présenter un petit peu les personnes qui sont ici, donc commençons par les dames. Il y a Stéphanie Athènes, donc vous n'êtes pas cousins, hein, c'est... Ça s'écrit pas pareil. Ça s'écrit pas pareil, voilà, qui est donc romancière du livre La Troisième Guerre, et donc Valerio Raffaello, qui est là avec nous chaque semaine. Alors Franck, toi, pour te décrire très brièvement en quelques mots, qui es-tu? T'as vu Valerio, je reprends ton expression de la semaine dernière. Parce que Valerio la semaine dernière nous a appris comment faire un interview. Il a une seule question. J'ai appris aux gens comment faire simple et efficace, voilà, sans passer par 100 000 entourloupes et aller droit au but. Donc qui es-tu, Franck? Bien, si vous avez chacun son idée, mais si vous avez une idée de ce que c'est que la métaphysique, moi c'est mon affaire. Je suis donc
Franck Hatem, je suis le président de l'Université francophone de métaphysique, et la métaphysique, c'est la science des causes. Et la science des causes, c'est la science de ce qui n'est pas visible, parce que c'est ce que nous expliquons dans nos cours, etc. Aucune cause n'est jamais visible, toutes les causes sont toujours du domaine de l'invisible, et c'est cela qui nous distingue de la physique, qui décrit les effets, qui observe le monde, qui observe l'univers, mais qui se détourne des causes elles-mêmes et du pourquoi des choses. Simplement, on décrit le comment. Et nous, c'est l'inverse, c'est le pourquoi qui nous intéresse, c'est d'expliquer pourquoi l'être est, pourquoi nous sommes, pourquoi l'univers existe, pourquoi la matière existe, pourquoi l'univers existe, pourquoi l'espace-temps existe, pourquoi l'énergie existe, pourquoi la conscience existe. Et tout cela, c'est une autre science avec une autre épistémologie que la physique, mais c'est une science extrêmement scientifique aussi. Et tout notre travail à l'Université francophone de métaphysique, c'est précisément de répondre à ces grandes questions qui intéressent l'humanité depuis la nuit des temps, mais qui n'ont jamais reçu véritablement de réponses, des réponses partielles, des réponses dans toutes les traditions, dans toutes les religions, il y a un certain nombre de propositions, mais à un niveau très scientifique, pas du tout. Alors, bah, tu sais quoi, Franck, je crois que je vais t'envoyer mon fils en vacances, parce qu'en ce moment c'est ça, hein, c'est et pourquoi l'univers, et pourquoi... Bah, voilà, si tu vois si c'est y répondre, c'est cool. Papa, comment on fait les bébés? Non, ça encore je sais répondre. Mais ce qui serait intéressant, c'est qu'est-ce que tu lui réponds? Comment on fait les bébés? Non, Bah, écoute, est-ce que c'est l'univers, etc. Bah, justement, c'est assez compliqué, je préfère que ce soit Franck qui nous explique comment lui il répond à tout ça. comment expliquer quoi? L'origine de l'univers, non pas les bébés. Ça, en fait. On va pas expliquer ça en 3 minutes. Hein. Non, ben non. Donc, tout ça est largement expliqué dans les 2 livres fondamentaux qui sont notre... si je peux les montrer. Ah, vas-y, montre tout ce que tu veux. Au-delà du quantique, c'est le volume 1 sur l'origine de l'univers, sur les principes, sont 2 gros livres, et le volume 2 qui est la mise en pratique, la métaphysique opérative, guéris-toi toi-même. Et bon. Alors, Franck, juste une petite parenthèse. Le premier livre, juste une petite parenthèse, le premier livre, si je ne m'abuse, c'est ton père qui est en couverture, c'est ça, c'est lui qui l'a écrit? Oui, absolument. Mon père Léon Arbolatem, qui a découvert en 1955 la dégravitation, qui permet de comprendre comment un atome se met en route tout seul, s'accélère et se stabilise, ce qui est complètement différent évidemment de tout ce qu'on enseigne en physique à l'heure actuelle. C'est pour ça que le livre s'appelle Au-delà du quantique, parce que, bien entendu, le quantique n'est qu'une description, et une description qui, à notre avis, est souvent erronée, de ce que c'est que l'atome et de ce que c'est que l'univers. Mais comprendre l'univers, c'est avant tout comprendre ce qui observe l'univers, le fait d'observer un univers. C'est pas l'univers qui compte, c'est pas de comprendre un univers en faisant l'hypothèse que l'univers existe. Ce qui compte, c'est la perception d'un univers, car c'est la seule chose dont on soit certain. Et s'il y a une chose qui est importante en métaphysique, c'est de ne jamais faire d'hypothèse, c'est-à-dire de se fonder uniquement sur du certain et de tirer le fil d'Ariane comme cela, de façon à expliquer tous les phénomènes physiques, psychologiques, spirituels avec un seul principe. Ah, en métaphysique, vous ne faites jamais d'hypothèse? Jamais d'hypothèse. Écoute, je l'apprends. Donc du coup, ça complique peut-être les choses. Ça les simplifie, ça les rend difficiles, parce que ça oblige à rentrer dans une abstraction au niveau méditatif, etc., extrêmement profonde, mais c'est extrêmement simple au bout du compte, puisque évidemment l'univers est simple. Si l'univers n'était pas simple, il ne pourrait pas exister. Les théories aujourd'hui sont complexes, sont compliquées, ce qui veut dire qu'elles ne sont pas exactes. Si elles étaient exactes, elles seraient simples. D'accord. Et toi, du coup, tu as un cursus scientifique? C'est pas un cursus scientifique, non, parce que un cursus scientifique, ça voudrait dire un cursus physique, physicien, ce qui n'est pas le cas et ce qui n'a pas lieu d'être. Par contre, un cursus logique, oui. La logique, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'épistémologie aussi, comprendre comment on construit une science, que c'est qu'une science, qu'est-ce qui peut faire qu'une preuve est une preuve. Et c'est à ce niveau-là que se trouvent les révolutions à faire. C'est à ce niveau-là qu'on apporte des éléments complètement nouveaux qui permettent de comprendre que le hasard est une totale impossibilité. Il n'y a aucune espèce de hasard nulle part dans l'univers.
qu'est-ce que c'est qu'une cause, quelle est la cause originelle du fait d'avoir conscience, du fait d'être conscient d'un univers, et pourquoi cette conscience, bien qu'elle montre que tout soit spirituel, tout cela nous paraît matériel avec une forme atomique, avec des particules qui tournent les unes autour des autres. C'est cela qu'il est important de comprendre et d'expliquer, sinon on ne peut pas admettre le caractère spirituel de l'univers si on n'est pas capable d'expliquer pourquoi, bien que ce soit de l'esprit, on a l'impression que c'est de la matière. Ok, ouais, en fait, tout ça, c'est l'art d'arriver à concilier et le spirituel et le matériel. Absolument, absolument. Nous sommes là pour ça, l'être est là pour ça, l'incarnation est là pour ça, c'est pour spiritualiser la matière, ou par l'incarnation, avoir une relation à la matière. La spiritualité, c'est une relation à la matière, c'est pas une relation à l'esprit, c'est une relation à la matière, une relation à ce qu'on croit être de la matière. J'ai une question Oui, Stéphanie. pour Franck. Moi, ouais. Franck, bonjour, on ne se connaît pas, enchanté, bonsoir. Je suis très intéressée par ce que vous dites. Et alors, est-ce que du coup, vous êtes sensible aux travaux des frères Bogdanov? Est-ce que ça se rapproche de votre vision des choses aussi, ou pas du tout? Bah, pas vraiment, parce que l'astrophysique aujourd'hui est fondée sur des principes comme la gravitation, etc., qui sont quelque part des axiomes, au sens où, évidemment, il y a des effets d'attraction, tout ça, mais on leur donne un nom, on les appelle gravitation, on s'imagine que la gravitation vient d'une courbure de l'espace ou autre chose. C'est pas ça le souci, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de comprendre d'abord pourquoi il y a la conscience à chaque instant, comment cette conscience se crée à chaque instant à partir du néant, et comment à partir du néant se crée à chaque instant l'illusion d'un univers sous forme atomique, sous forme astronomique, sous forme cosmique. Et, comprendre cela, c'est absolument nouveau, et dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais évidemment apporté ça, mais c'est ça qui justifie qu'il y ait aujourd'hui une université francophone de métaphysique qui en remettent la métaphysique au goût du jour. La physique quantique se rapproche petit à petit de la métaphysique parce qu'elle a abouti par l'observation à des conclusions qui la rapprochent petit à petit de la métaphysique et qui vont l'obliger petit à petit à se tourner complètement vers la métaphysique. Nous disons voilà où elle aboutira dans 20 ans, 30 ans, elle aboutira à ces évidences-là, lorsqu'elle aura bien voulu reconnaître que tout est dans la conscience. Alors, qui dit université dit cours, quoi, je sais pas, dans ma tête. Ah, je vois des bancs, je vois des profs, etc. Est-ce que ça signifie qu'on peut suivre des cours de l'université, alors peut-être à distance? Je sais qu'au mois de juin, il y avait eu des sessions comme ça où on pouvait les suivre à distance. Comment ça se passe? Alors, c'est une université en ligne, uniquement via Internet, qui se constitue en 10 modules. 10 modules. Le premier module, c'est un module sur le concept de hasard, pour évacuer la possibilité de hasard et comprendre ce que c'est qu'une cause, ce que c'est la métaphysique globalement, ce que c'est que la logique et d'où vient la logique et sur quoi on peut se fonder pour aboutir. Le deuxième module, il consiste à expliquer comment la nécessité du néant engendre la conscience, engendre l'être, et que c'est un rapport, une méditation sur l'infini, sur le concept d'infini qui permet de comprendre la cause de l'énergie. Le troisième module, c'est sur le développement de cette énergie et de l'espace-temps, comment l'énergie naît à chaque instant et comment l'espace-temps naît aussi toujours à l'intérieur de cette conscience, qu'on a expliqué dans le deuxième module, et comment tout cela prend forme atomique, ça c'est toujours dans le troisième module, avec des développements qui sont infiniment plus importants et plus vastes et plus précis que dans les cours de physique. Dans un cours de physique, vous avez 3 pages sur l'atome, nous avons 200 pages sur l'atome pour en expliquer tous les phénomènes et toutes les subtilités. Le module 4, c'est sur l'origine de la vie, le dépassement de l'équilibre atomique pour arriver à la vie organique et aussi à toutes les formes physique de l'énergie, la chimie, l'électricité, tout ce que vous voulez, la radioactivité. C'est-à-dire que tu envisages aussi une vie extraterrestre ou une vie autre que la vie sur Terre? La vie est partout, il n'y a que la vie. Il n'y a pas plus de vie dans l'être humain que dans l'atome, c'est la même vie. C'est la même vie sous une forme différente, et ce qui est intéressant, c'est d'expliquer comment la cause de la vie au niveau atomique est également la cause de la vie dans l'être organique et son évolution. Bon, ensuite, il y a tout 3 modules sur la pratique de cela, sur l'intégration au niveau psychologique et au niveau spirituel.
et ainsi de suite. Après, on a encore des modules sur la symbolique, sur le rapport qu'on peut faire entre la vie quotidienne et la vie sociale, etc., et la compréhension métaphysique. Alors, il y a combien de... Alors, j'ai deux questions en fait. Est-ce qu'à un moment donné, entre les deux modules, entre chaque module, il y a un temps de pause? Parce que j'ai l'impression que c'est des trucs qui donnent le vertige, tu vois, à appréhender. Et est-ce que je pourrais y envoyer Valerio, tiens, en stage? C'est totalement abordable pour tout le monde, vu que c'est de la pure logique. C'est juste un effort d'abstraction que l'on fait. On aide le lecteur parce qu'il y a chaque fois un module par écrit qui fait à peu près 200 pages à chaque fois par écrit, mais il y a aussi des échanges en direct pour poser les questions. Il y a des questionnaires pour voir ce qu'on a intégré, pour pouvoir vérifier si on a bien compris les concepts, etc. Il y a un lexique pour comprendre vraiment le sens de chaque mot, et ainsi de suite. Il y a aussi un forum pour permettre aux gens de communiquer entre eux et d'échanger leurs impressions, leur compréhension des choses pour pouvoir avancer le plus possible. Il n'y a pas de délai pour cela, au sens où on peut faire un module en 1 mois, en 6 mois, en 1 an si on veut. C'est pas grave. L'essentiel, c'est bien les chacun à son rythme. C'est abordable à tout le monde parce qu'il n'y a aucune mathématique. Nous expliquons d'ailleurs dans nos modules pourquoi les mathématiques sont tout à fait superflues pour la science. D'accord. Ok. Alors, si on veut avoir plus d'infos, tu as un site, atem.com, c'est ça? Pas du tout ce site-là, ça n'a rien à voir. Ah mince, ça c'est ton site personnel, c'est ça? C'est un ancien site. Ah, d'accord. Et donc, quel est le bon? C'est université, www.université-francophone-métaphysique.com, Ouais. où on a les détails sur tout ça. Et cela dit, si on veut juste les livres, on les trouvera aisément en cherchant au-delà du quantique sur Google ou autre chose. Ok, bon c'est bien, il faut savoir écrire métaphysique, je crois que je l'ai réussi du premier coup. Donc, voilà on tombe sur ce site, d'accord. Ok, très bien pour ça. Alors maintenant, quelle est ton actualité à toi directement? Il me semble que tu as une conférence bientôt. Ah, bon, on en a fait bientôt, c'est-à-dire au mois de septembre, oui. Ah, c'est au mois de septembre, oui, c'est ça. Septembre, le 29 septembre, où il n'y a rien pendant cet été. D'accord. Au mois de juin, le 29 septembre, ce sera 9 rue Ganelon, au bâton de parole, à 19h30. C'est un jeudi soir. Et évidemment, tous ceux qui veulent en savoir plus sur la métaphysique et comprendre mieux si c'est fait pour eux ou pas, si ce que ça peut leur apporter, parce que c'est souvent ça la question qu'on se pose, qu'est-ce que ça va m'apporter de comprendre le pourquoi des choses? Eh bien, si ça n'apportait rien, évidemment, l'homme ne se poserait pas de questions et votre gamin ne se poserait pas non plus ces questions. On se pose depuis toujours parce qu'on sait très bien, comme dit Irving Laszlo, que rien n'est plus fécond pour l'homme qu'une compréhension juste de l'univers. Ok. Par contre, j'ai pas saisi dans quelle ville tu faisais ça. C'est à Paris, pardon. D'accord. Paris 9e. Ouais, j'avais compris autre chose. Ok. Et peut-être d'autres projets plus au loin, donc là. Au mois d'août, on participe à un colloque d'une université portugaise de métaphysique. Ce sont des védantistes, puisque nous sommes très proches de beaucoup de traditions, aussi bien la Kabbale que le Vedanta, que le Tao, etc. Et donc, c'est un peu les gens qui s'intéressent à ça, s'intéressent aussi à la métaphysique parce qu'ils y trouvent un peu le lien entre toutes ces traditions et avec la physique quantique, avec les d'autres philosophies. Donc, ils sont très contents de ça. Et donc, on a l'occasion occasionnellement de travailler, c'est arrivé, avec des lamas tibétains, avec des védantistes, avec des swamis, avec des là, en l'occurrence, c'est en Andalousie, à Alicante, qu'aura lieu cela. Mais ça se passe à la fin du mois d'août, mais c'est pas forcément judicieux d'en parler. Okay. J'ai une question. Est-ce qu'en métaphysique, on fait attention à la numérologie? La numérologie est une des conséquences pratiques de la métaphysique. On ne peut comprendre la numérologie qu'avec des concepts métaphysiques. Sinon, on ne sait pas pourquoi les nombres auraient une influence, ou pourquoi les nombres se retrouveraient dans notre nombre, dans notre vie, dans notre quotidien.
Et tout ça, c'est très important. La genèse des nombres est une partie importante de la métaphysique, c'est-à-dire comprendre pourquoi il y a des nombres, pourquoi il y a le 1, pourquoi il y a le 2, pourquoi il y a le 3, pourquoi simplement il y a quelque chose à la place de rien. Tout ça, c'est quelque chose qui se conçoit à partir de méditation sur le concept d'infini. L'infini est le concept fondamental de la philosophie et ça devrait être aussi le concept fondamental de la science. Donc pour vous, tout ce qui est 111, 666 et compagnie, ça a une signification alors? Tous les nombres ont une signification, d'autant plus que tous les nombres sont énergétiques. Ils sont une énergie, ils ne sont pas seulement un concept mental. Et comme tout le reste d'ailleurs, tout est énergie, les nombres y compris. Les nombres ont une réalité autre que simplement utilitaire. D'accord. Ok. Bon, bah écoute, d'un côté, c'est vrai que c'est super intéressant, et de l'autre côté, ça donne un peu le vertige, tout ça. Je sais pas ce que t'en penses, Stéphanie. Non, moi je trouve ça très très intéressant. Maintenant que je sais que donc Franck nous a rassuré sur le fait que c'était à la portée de tout le monde et qu'il fallait pas forcément avoir un esprit très scientifique et avec des connaissances déjà bien établies pour comprendre. Moi je trouve ça captivant. Puis tout ce dont il me parle, ça me parle aussi. Donc c'est très intéressant. Non, faut pas. Et puis le vertige, on en guérit qu'en regardant dans le vide, tu sais. Donc faut pas hésiter à regarder dans le vide. C'est une très belle phrase. C'est normal que ça fasse peur parce que on va vite s'apercevoir que la métaphysique nous donne des concepts, des idées, des visions qui sont différentes du quotidien, complètement opposées à ce dont on a l'habitude. Donc c'est normal que le mental, au départ, prenne peur, mais il ne prend pas peur longtemps parce que le but justement c'est de rassurer le mental en lui montrant qu'il a tout intérêt à comprendre les choses s'il veut justement agir et se développer au niveau de l'épanouissement spirituel, de l'ego, etc. Ok, eh ben écoute, on est tout à fait du coup rassurés. Moi, je souhaitais vous dire, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'a fait Franck Hatem, il est intervenu chez Margret dans les dîners UFO de Rouen, donc vous pouvez retrouver sa conférence sur freedomufo.com. Et puis il était donc cette semaine sur la télé du Grand Changement. Là aussi, c'est podcastable. Il suffit de suivre le lien qui est sur le site. Voilà Franck, eh bien, écoute, on est content de t'avoir reçu ce soir pour nous expliquer un petit peu tout ça. Tu reviens dès que tu veux, dès que tu as une prochaine actu, voilà, tu viens nous en parler, nous on relaiera. Et c'est clair que c'est super intéressant. Surtout que j'ai plein des milliers d'autres questions à te poser, mais il faudrait presque faire une émission que là-dessus. Voilà. En tout cas, merci Franck. En tout cas, c'est juste s'il y a des personnes qui veulent se donner une idée pour savoir si c'est fait pour eux ou pas, il y aura une 50aine d'articles qui sont déjà très détaillés sur la presse galactique. Voilà, aussi, effectivement. Et là, on peut trouver des tas d'informations métaphysiques et là, se dire, ah oui, c'est pour moi, non, c'est pas pour moi. Voilà. Est-ce que c'est le moment pour moi? Ok. Bon, ben écoute, merci, et puis je te dis à très bientôt, et surtout passe de très très bonnes vacances. Merci, à vous trois aussi. Merci. Au revoir Franck. Bonne soirée. Ciao. Bon, ben voilà, hein, vous savez ce qu'il vous reste plus qu'à faire, surtout toi Valerio. Hein. Et on lui a pas demandé s'il avait un t-shirt aussi métaphysique. Mince. Je crois qu'il est toujours à Franck. T'as peut-être un t-shirt à envoyer à Valerio, parce que regarde Valerio, si tu te recules un petit peu, Valerio maintenant il fait de la pub pour tout le monde. Là il fait de la pub pour BTLV. Donc si tu as un t-shirt de l'université de métaphysique, je le mettrai. Il nous l'envoie, il le mettra. Pour l'instant on n'en a pas, mais c'est une chose à faire. Oui. C'est à y penser. Ok. Bon ben voilà, donc on clôture du coup notre agenda de la semaine avec Franck Hatem. Et puis on va passer à la rubrique de presse. Partager immédiatement dès que je me recale sur miasme.com. Hop. Alors, donc vous allez sur presse en 2016 juillet. Et donc vous retrouvez la presse qui est sortie en kiosque en ce moment. Et on vous avait promis la semaine dernière de recevoir Aurore qui nous avait préparé effectivement la revue de presse pour le mois de juin. Donc du coup, on repasse côté mois de juin. Excusez-moi, parce que c'est le numéro du mois de juin d'Happiness, c'est le numéro 17.
dont elle va nous parler ce soir. Bonsoir Aurore, comment vas-tu? Oh, très très bien, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là, présente avec vous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Aurore. Salut Aurore. Alors, Ce numéro d'Happiness, c'est le numéro 17. Comme vous l'avez vu, il y a de très très belles couleurs. C'est vrai qu'on parle d'énergie dans ce numéro, de nouvelles énergies. Donc c'est une période avec l'été qui est là, pour beaucoup d'entre nous, peut-être avec moins de soleil dans certaines régions. Et c'est vrai que ça donne envie de partir en voyage. Alors moi, je me suis beaucoup inspirée par ce numéro 17 parce que le rouge, pour moi, c'est vraiment une énergie qui nous amène à nous connecter avec notre chakra racine, cette force qui est en nous et que parfois, on n'est pas toujours conscient qu'elle est bien là, qu'elle existe bien. Alors, ce qui est très beau dans ce magazine, c'est que dans les premières pages, on voit des petits moines bouddhistes très sympathiques et on parle vraiment de la force et le feu. Donc, le rouge est la couleur du chakra racine, notre centre d'énergie le plus lié à la terre, effectivement. Et là, on parle aussi de dire oui à la vie, ce grand oui à la vie qui est aussi très important. Mais aussi, c'est aussi le sang qui coule dans nos veines, régénère nos cellules et nourrit notre élan vital. Donc voilà, il y a des très très belles images avec cette couleur rouge. Et le chakra racine aussi un chakra très important parce qu'il faut bien se lier à ce chakra-là avant même d'imaginer de se lier beaucoup plus haut. Hein. Donc on commence toujours par ces chakras qui sont très importants. Et ensuite, moi j'ai envie de vous faire aussi voyager parce que le voyage est aussi un peu ce que j'ai envie de vous faire découvrir à travers ce magazine. Il y a plein d'autres choses. Mais simplement déjà parce que j'ai simplement eu le bonheur, je dis bien le bonheur, de voyager en lisant Islande, la terre nue. Alors je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont partis en Islande. non, malheureusement non. Non, c'est eux qui sont venus chez nous récemment, mais pas l'inverse. Oui, Ouais. effectivement, c'est vrai. Alors, donc c'est un paysage qui est façonné par les volcans, sculpté par les glaciers, poli par les vents, sauvage et désert comme au commencement. Alors, Anne Wesseling, alors j'espère que je n'ai pas trop mal prononcé son nom de famille, elle a écrit vraiment un article qui m'a beaucoup touchée parce que c'est vraiment écrit avec beaucoup de lumière et elle dit des choses vraiment très 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 belles dans cet article-là. Alors, elle va nous dire simplement qu'elle a décidé de partir en Islande et pas au bord de la mer, dans le sud de l'Italie, en train de siroter un bon petit vin au soleil. Et non, elle a décidé de partir au froid parce que l'Islande, c'est un merveilleux pays. Donc, on parle d'un paysage qui est à cheval sur deux plaques tectoniques et que où que vous regardiez, il n'y a que des volcans. Voilà, donc la nature est très capricieuse, imprévisible. Donc elle va partir comme ça pendant 2 semaines. Elle va visiter ce pays en se laissant vraiment guider aussi et en prenant un petit sac avec la possibilité aussi de pouvoir, un sac de couchage, elle dit, avec tout ce qu'il faut aussi pour avoir une tente, pour pas être sous la pluie et le vent, mais elle va aussi rencontrer des gens extraordinaires pendant ce voyage. Et puis elle va dire des choses très très belles, qui moi m'ont beaucoup émue parce que en fait, on se rend compte que ce qui est important dans les voyages aussi, c'est les gens qu'on rencontre souvent. C'est les gens qu'on va croiser lors de nos voyages. Et là, elle va avoir des conversations vraiment merveilleuses avec des gens qui vont lui faire comprendre que, par exemple, parfois, il n'y a pas de solution, que la solution parfaite n'existe pas, que lorsqu'on pense que la solution parfaite existe, ben non. Alors, si vous partez du principe qu'il n'existe pas de solution parfaite, vous optez spontanément pour le suffisamment bien, faire et vivre les choses simplement avec ce dont on dispose. Ce bus, par exemple, cette tente, ce corps, ce cerveau, ces sens, ce caractère et le temps qui vous est imparti. Vous n'avez pas à penser si seulement j'avais ou si seulement j'étais. S'il n'y a pas de solution parfaite, vous n'avez pas besoin non plus de regretter vos choix. Un autre choix n'aurait probablement pas été parfait non plus. Tout simplement parce que vous n'avez pas tout en main. Parce qu'il faut toujours compter avec les impondérables auxquels vous êtes confrontés et avec lesquels il faut composer, ou dont il faut tirer une leçon de sagesse. Donc, voilà. Et à travers... Excuse-moi, Aurore, je t'interromps.
Dans ce voyage islandais, la rédactrice de l'article, est-ce qu'à un moment donné, elle parle au moins d'un thème dont nous, quand on entend Islande, on entend elfe, gnome, farfadet. Est-ce qu'elle en parle? Alors non, elle va parler à un certain moment. Par contre, alors je ne sais pas si, parce qu'en fait c'est un article assez long, elle parle des lutins. Voilà, à un moment donné, elle dit, donc elle va parler par contre de, je ne sais pas si vous avez lu Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Voilà, donc elle dit l'intrigue se déroule en Islande où un géologue et son neveu descendent dans le volcan de Snæfell. Moi, je veux juste préciser, on avait invité Lohan Miège il y a 2 semaines, quand je l'avais interviewé au salon de BTLV, et justement, elle nous disait que l'année prochaine, elle allait organiser en petit comité un voyage en Islande guidé à la rencontre des êtres de la nature. Et donc, il y a très très peu de place, voilà. Donc, j'en profite pour rappeler cette info. Et comme je m'aperçois que notre ami Franck est toujours là, Franck, l'Islande, est-ce que tu y as été, toi? Non, non, j'avais mis du pied. C'est un pays, une nature et aussi un peuple qui m'attire énormément, ça je dois le reconnaître. C'est un peuple qui a choisi de prendre son destin en main de façon autonome. Côté métaphysique, je pense que les Islandais, ils doivent, voilà, ils doivent avoir une certaine philosophie de la vie, une certaine approche qu'on n'a pas forcément, on va dire, plus nous occidentaux. Oui, comme les Celtes, comme tous ces gens qui sont un peu une relation à la nature un peu moins mentale et un peu moins extérieure. Ok, alors Oreg, il y en a un que j'apprécie particulièrement dans Happiness, c'est celui-ci. Alors là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous le montrer en entier parce que sur le site d'Happiness, il montre que les 2 premières pages de chaque article. Ce sont les recettes de cuisine. Et ils ont des recettes qui sont extraordinaires. Moi, je ne me suis pas trop attardée sur les recettes de cuisine parce qu'il y a tellement d'articles merveilleux dedans où ils parlent de tellement de choses. Si tu veux parler d'un article qui m'a plu, on parle de Christian Courtin-Clarens. Et cet homme-là qui est amoureux de la nature, donc là, comme on parle aussi beaucoup de nature ce soir avec l'Islande et les voyages avec l'été qui vient, et il parle de ses valeurs fondatrices qui le guident. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il parle d'aimer, et que c'est ce qui est le plus important au monde, au sein d'un petit monde universel et très fort que l'on n'a pas le droit d'abîmer et qu'il faut préserver le plus possible sous toutes ses formes. Donc il parle vraiment de ce mot-là, de savoir aimer. Il parle de l'amour-passion, quand on tombe amoureux. Et puis il parle aussi de l'amour qu'il a en tant que père pour ses enfants, d'un amour très profond, celui qui va durer toujours et qui sait pardonner. Sans oublier qu'aimer, c'est aussi donner de la liberté à ceux qu'on aime. C'est essentiel, un amour qui respire. Et aussi chez lui, cet amour immense de la nature. Ensuite, il parle d'énergie, qu'on la porte en soi. Elle nous permet de nous surpasser et de faire aboutir même les choses les plus difficiles. Il ne faut pas hésiter à la préserver, à la ressourcer en prenant son temps et en méditant. On produit beaucoup plus d'énergie quand on est très détendu et relaxé. Cela peut paraître contradictoire, mais c'est vrai. Ensuite, il parle de confiance. Il est essentiel pour obtenir la confiance d'un être de savoir l'écouter et de se faire écouter dans un mouvement d'équilibre et de respect réciproque. La confiance est une qualité indispensable à l'équilibre humain. Vivre dans un climat de confiance apporte une grande sérénité et beaucoup de force. Tout cela demande de l'écoute et donc de l'amour. Il dit aussi qu'ils se sentent toujours transportés par les gens qui accomplissent des choses extraordinaires. Et en dernier, on va parler de l'intuition. Elle est indispensable. Ne pas vivre avec ses intuitions, c'est se limiter à un tout petit monde. Je pense que l'intuition vient beaucoup de la curiosité. Il est très important de savoir suivre ses intuitions avec conviction. Mon intuition m'a toujours guidée dans la vie et dans le choix des personnes qui m'entourent. L'avantage énorme de l'intuition, c'est qu'elle donne sa chance à tout le monde. Je trouve ça très joli aussi.
Ok. En tout cas, tu as l'air de vraiment vivre le magazine. Heureusement qu'il nous fait que 2 articles, sinon après on va avoir des procès d'Happiness. Se en train de tout dévoiler. Non, pas tout dévoiler, mais Non, ça va. Non, il y a encore, il y a encore beaucoup d'articles à lire. Les photos sont juste magnifiques. Tu connaissais la revue, Stéphanie? Pas du tout, je la découvre, donc avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs. C'est vraiment une revue qui est fort sympathique. Dans le même style, il y a aussi Ultreya. Voilà, ce sont des revues qui sont zen, qui sont sympas, qui apportent qui abordent le côté spiritualité d'une certaine façon. Voilà. Et c'est vrai que c'est assez agréable à lire, à emporter sur la plage, par exemple, plutôt que Elle Magazine ou ce genre de choses. Je peux pas me faire des ennemis chez Elle. Hein. C'est peut-être super sympa aussi comme magazine, j'en sais rien. Là, on est moins dans la superficialité avec Happiness qu'avec Elle Magazine. Moi, personnellement, je préfère Closer. Mais bon, après, c'est comme mon choix. 1,20 €, Closer, c'est ça, Valério? alors, c'est vrai que ça coûte plus cher qu'un €20, c'est 5 €, voilà, c'est un peu plus cher. Je sais pas si on peut donner le prix du magazine. Ah bah, écoute, il y a le CSA, je crois qu'il va nous attaquer. Non, je sais pas, vas-y. Mais en tout cas, franchement, ça vaut vraiment la peine parce que Tu peux dire le prix, hein, il est à combien? 5,95 €. 5,95 € et Ils ont augmenté, j'en ai un sous les yeux, il est à 4,95 €, ils ont pris 1 €. mais bon, en même temps, Non. en fait, c'est un magazine à lire et à relire, à se plonger dedans, parce qu'à chaque fois, on va y trouver quelque chose qui nous inspire. Et c'est vraiment à chaque fois différent, parce que c'est selon le moment, selon notre propre ressenti, selon ce qu'on est à l'instant, voilà. Donc on va se plonger à chaque fois différemment dedans à l'intérieur. Donc c'est vraiment un magazine, on se plonge et on découvre des choses incroyables à l'intérieur, voilà. Donc, ça vaut la peine de faire ce beau voyage. Bon, mais en tout cas, merci. Donc là, c'était le numéro 17. Que vous pouvez peut-être encore trouver dans certains kiosques, parce que le numéro 18 là, vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Et puis on va t'attendre peut-être pour le numéro 19, Aurore, à la rentrée, si tu veux. Alors, est-ce que je peux terminer juste avec la phrase qu'il y a toujours sur le magazine? Et c'est une phrase que je trouve toujours très belle. Et j'avais aussi trouvé une autre phrase qui parle d'amour, parce que je trouve que c'est quelque chose de très important, l'amour. Mais l'amour avec un grand A. Et puis peut-être aussi l'amour avec un petit A. Alors l'amour ne reconnaît aucune barrière, il saute par-dessus les obstacles, les clôtures, il traverse les murs pour arriver finalement à sa destination plein d'espoir. Et c'est de Maya Angelou, et je trouve ça vraiment très beau. Et ça c'était la première, il y en avait 2, non, tu disais? Oui. Ou c'est moi qui ai mal compris? Allez, l'autre phrase pour finir. Magazine, c'est il faut avoir une musique en soi pour faire danser le monde. Ah oui, elle est belle celle-là. Je trouve très belle. Ok, bon, ben, en tout cas, Aurore, je te remercie. Bien, toi aussi, je vais te souhaiter de très très bonnes vacances et puis je te dis à la rentrée si tu veux. À la rentrée, très volontiers. Bonne soirée à tout le monde. Merci, Aurore. Bonne soirée, Aurore. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, ben voilà, ce petit tour d'horizon côté presse. Bon, Franck, je te pose la question, mais je sais pas. Happiness. Est-ce que tu achèterais ce genre de magazine? Parce que finalement, c'est pas qu'un magazine féminin hein, dans l'absolu. C'est plutôt un magazine axé sur la spiritualité pour tout le monde. Oui, je trouve ça très inspirant. Je trouve ça très inspirant parce que c'est la pratique au quotidien d'une connaissance intuitive, d'une compréhension intuitive. Et c'est très précieux, très précieux. Non, puis l'aspect ludique du magazine, les gens adorent lire des magazines. Quand ils lisent des magazines, ils ont toujours l'impression en fait de se détendre, de pas être dans une phase d'apprentissage ou de je cherche des infos. Alors qu'en fait, si, ça se fait à leur insu. Ils ont l'impression de passer un très bon moment, de se détendre. Et en fait, avec ce type de magazine-là, ils apprennent beaucoup de choses sans que ça soit... c'est indolore, quoi. Donc, exactement. C'est très bien, ouais. Allez, tiens, faisons un petit jeu comme ça va nous permettre de conclure gentiment cette émission. Je vais commencer par toi, Stéphanie. Le dernier magazine que tu as acheté? Alors, je me rappelle plus du titre.
Parce que en fait, je viens de le découvrir, je le connaissais pas, mais c'était un magazine qui parlait des lois qui composent celles de la loi de l'attraction, parce que c'est vraiment quelque chose que je trouvais très bizarre, cette loi de l'attraction. Et en fait, dans ce magazine, ils expliquent que la loi de l'attraction n'est pas qu'une seule loi, mais qu'elle est composée de 7 lois sous-jacentes, et qu'il faut comprendre ces 7 lois pour comprendre la loi de l'attraction. Donc c'est le dernier Est-ce que ce magazine. serait pas Inexploré, le nom du magazine? Non, c'est un peu plus complexe que ça, je me rappelle. Mais il y en a tellement maintenant que des fois j'en prends un au hasard parce que je pourrais pas m'abonner à tous et puis donc j'en découvre des nouveaux tout le temps. Mais voilà, j'ai été très intéressée par le contenu de ce magazine. C'était bien écrit, c'est à la portée de tout le monde et c'est pas c'est bien étayé quoi. Voilà, ils se renseignent vraiment sur leur sujet. Tu m'enverras le titre par mail quand Oui, tu avec l'auras grand retrouvé, plaisir. comme ça on Ouais. pourra en reparler. Valerio, toi, ton dernier moi, c'est magazine? Closer. Le Closer, les derniers potins, les vêtements à la mode, qui a couché avec qui et tout. Franchement, c'est génial. En termes de spiritualité, on est là-haut, quoi. Je veux dire, voilà. Je veux dire, on est tellement là-haut, tu vois, le matérialisme, on a touché le matérialisme, mais tellement haut qu'au bout d'un moment, bah, tu vois, tu surnages et tout. Non, en vrai, c'est Nexus, le magazine 104 de Nexus. J'adore aussi. Ouais, Nexus d'ailleurs, j'en profite, allez tiens pour David, tu n'as pas répondu à mon mail, on aimerait bien te voir venir présenter ton sommaire de Nexus là très bientôt, ce serait sympa, tout le monde serait super ravi que tu viennes nous voir. Voilà, je dis ça, je dis la même chose d'ailleurs pour Nicolas aussi de Science Inexpliquée. Venez les amis, venez, je suis sûr que tout le monde serait ravi de vous voir venir parler de vos magazines. Ok, allez, pour finir par toi, Franck, le dernier magazine que tu as acheté? Le dernier que j'ai lu, c'est Le Chou Brave. Que vous avez entendu parler du Chou Quelle Brave. drôle d'idée, non? C'était une très belle revue sur papier, qui existe aussi sur Internet. C'est une revue d'écologie, de culture biologique, d'alternatives comme ça. C'est tout à fait passionnant. Enfin, c'est des articles de fond. Très pratique. Là, écoute, je vais partager en direct parce qu'on ne peut pas, Le on Mac peut de pas passer à côté de l'alimentation ça. vivante et de l'abondance. Ouais, et il y a même le Choubrave TV, c'est énorme. Voilà, ça te fera un peu plus de boulot pour Miasma TV, Antoine. Bah voilà, le numéro 16. Eh bien, écoute, tu sais quoi? On va les contacter au Choubrave pour qu'ils viennent nous parler de leur magazine. Ah, mais Tu vois, c'est ça paraît très tous les bonne. 3 mois. Tous les 3 mois. Ah ouais, c'est un très bon trimestriel. Bon, bah, écoute, C'est étonnant comme titre, c'est vrai, c'est perturbant. non, c'est rigolo. En tout cas, ça nous a fait rire. Bon, ben voilà comment me conclure sur une petite note d'humour cette émission. Donc, si je résume, Franck, toi, on te retrouve en conférence à Paris, c'est le 29 septembre, si j'ai bien retenu la date. Tout à fait, oui. 9 rue Ganelon. Voilà. Stéphanie, eh bien, t'as pas de conférence en vue pour le moment, pas de nouveau passage sur Mumble, etc. Mais tu as un projet quand même qui envoie du pâté, comme dirait les Jones. Mais après, si les gens veulent se tenir au courant, Ah ouais, ils les viennent sur jeunes mon ils disent site. ça envoie du pâté, quoi. Ouais. Les jeunes des années quoi 80, 90 à la limite. Ils peuvent venir Attends, sur écoute. mon site, il y a plein d'informations. Je fais aussi plein de choses interactives avec les lecteurs, découvrir des écritures en cours, les faire écrire aussi. Tout ça, c'est gratuit, bien évidemment. Hein, c'est que des échanges auteurs-lecteurs. Donc voilà, c'est surtout sur mon site en fait qu'on peut me suivre, hein, parce que pour l'instant, Voilà. je suis encore C'est trop ça. petite pour être invitée partout et faire plein de choses. Et tu as aussi une page Facebook. Oui. Pas Ouais. ton nom? Oui, Stéphanie Athènes. Athènes, voilà, on la trouve sans problème. Voilà. Comment il s'écrit alors ton nom? A-T-E-N. Pardon, Franck, je t'ai pas entendu. Je laisse voir comment il s'écrit son nom à Stéphanie. Ouais. A-T-E-N. A-T-E-N. Voilà. A-T-E. Ok. Oui, il n'y a pas le H et il n'y a pas le M à la fin. Voilà. Ok. Bon, et puis, ben Valerio, toi, ta prochaine actu, c'est la semaine prochaine? La semaine prochaine, j'ai raté un truc. Ben oui, la semaine prochaine, Miasme TV avec Christelle Hachette. Ah, oui. Ah, ouais. Et ça, c'est du classique, c'est pas vraiment une actu. Je m'attendais à un truc, j'ai oublié un truc et tout. Putain, j'ai oublié quoi et tout. Putain, j'ai loupé quelque chose. En tout cas, vivement les vacances, c'est ça. Ok. Ok. Bientôt.
Bientôt. Bientôt. Bon, ben, c'est cool. En tout cas, la semaine prochaine, voilà, on a Christelle Hachette qui va venir nous rejoindre pour partager donc l'émission pendant ces 2 heures. Et on devrait aussi avoir l'équipe, en tout cas les orgas du festival du film de l'insolite qui va se passer à Rennes-le-Château à la fin du mois de juillet. Et on est en train de préparer peut-être une grosse émission. Voilà, on va voir si ça peut se faire. Au minima, on aura Fanny et Geoffroy qui vont venir nous parler de ce 2e festival du film de l'insolite. Donc, sur ces belles paroles, eh bien, je vous remercie d'être venus, je vous remercie d'être là. Continuez à liker et à vous abonner à la page, ça nous fait extrêmement plaisir. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous à tous. Ciao tout le monde. Bonsoir, merci.